Salut la gang, bienvenue à Sans Limite, mon podcast où je jase de tout, sans censure et surtout où je pose les vraies questions. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez très bien. Il a déjà joué pour le Canadien, il a même droppé les gants, il a même planté pour Burt. C'est pas rien, là. Mon chum Dave Morissette. On jase fort, on rit fort, puis on vous fait ça sans limite. Hey! Comment ça va, mon gars? En forme? Ça te va, hein? On va te voir aussi, moi. Viens, rentre. Oh, donc bien beau ton garage. Là, je m'assois où, là? Qu'est-ce L'autre que je côté, fais? l'autre côté. Ah, ouais, Pour hein? avoir plus de place. Là, je pensais avoir des poids partout, je vois des outils. Non, les poids, c'est au gym. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est pas ton gym? Non. Initialement, je voulais faire un gym. La seule affaire que j'ai de gym, c'est machine à cardio. Fait que quand je me lève le matin, je fais du cardio. Mais c'est un peu comme si tu emmenais tout le temps le travail à la maison. Si j'ai le gym chez nous, à un moment donné, là, tu t'écartes. Tandis que là, ça me fait sortir, je m'en vais là-bas. Sport, hein. Ouais. Comme moi, à la maison, ce que j'aime, c'est que mon gym, je compare pas à ce que t'as, là, mais c'est pas collé sur la maison, mais il faut que je marche pour y aller. Il faut que je sorte. Un peu comme si je l'avais installé ici. Ouais, exactement. Toute ta maison est là. Ouais, t'as pas pire gym ensemble, j'ai vu ça. Ouais, mais tu sais, en vieillissant, j'ai enlevé plusieurs affaires. J'ai des machines à cardio, j'ai des dumbbells qui seraient pas assez gros pour toi. Mais tu sais, j'ai du 10 à aller à 70. Fait qu'avec ça, je m'amuse. T'es capable de travailler en masse. Ah oui, ben ouais. Fait que ton training a changé avec le temps. Ouais, tellement, là, tellement. Mais là, on n'est pas ici pour parler de mon training, là. Ben non, mais je c'est vais quand te même demander des intéressant, conseils. là. Mais c'est drôle parce que, sais-tu quoi, moi, j'étais tellement content que tu m'as invité parce que, rappelle-toi, nous autres, là, tu sais, on vient de la même place. Ben, même place de la Côte-Nord. Ben, pas très loin. C'est 110 km. Là. Exact. On est voisins, mais tu sais, je me rappelle même la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense que je faisais de la télé à Québec. Puis je t'avais appelé. C'est drôle que t'en parles parce que c'est au Méga Gym. T'avais commencé à faire des Exact. chroniques à TQS sur Ouais. Le segment de sport avec Ouais. Sylvain Turcot. Ben, je remplaçais Stéphane Turcot. Stéphane Turcot, moi, je le remplaçais l'été. Fait que j'avais une chronique dans le temps de. Et puis c'est Pierre Martineau, qui est le grand boss à Cogeco, qui m'appelle puis il dit ça te tente-tu de remplacer Stéphane, prendre des vacances cet été? Puis faire les sports, j'ai dit, mais je fais quoi? Il dit, tu parles avec ton caméraman, puis il dit, tu parles de ce qui se passe à Québec. Fait que c'est là que je t'avais appelé. oui. Il se passait pas grand-chose cette journée-là. Vraiment pas pour que tu viennes me voir. Hein. Là, tu te souviens-tu ce que t'avais monté comme idée? Tu venais au gym, tu me challengeais, puis là, tu m'insultais. Ça finit que je te sors puis que je te lance dans la benne à vidange. Je me rappelle, t'as-tu vu? Fait que c'était ça. Hey, c'est incroyable, c'est comme ça. Ça, c'est au début, là, quand t'as commencé dans les coms. Ouais. Mais, tu sais, puis je voulais pas en faire, c'est drôle. Je voulais pas en faire, mais c'était... Puis, tu sais, c'est le meilleur... Honnêtement, c'est la meilleure façon de commencer pour moi parce que, tu sais, t'as un boss qui te dit, écoute, sais-tu quoi, je te fais confiance. Pas avec ton caméraman le matin, t'as un segment de 3 minutes. Tu sais, je parlais des nouvelles du sport, mais, tu sais, j'avais un segment où je pouvais l'animer, puis je pouvais faire ce que je voulais. Dans le fond, j'avais carte blanche. Puis c'est là que j'ai pris goût à la télé, mais dans ce segment... Je m'en souviens, c'était vraiment au début, puis tu regardes la carrière que tu as eue par la suite. C'est quand même incroyable, hein? Ça a parti... c'est fou, mais... Écoute, puis je voulais pas en faire. Le pire, c'est que je voulais pas en faire. Je voulais pas faire ça. Non, je voulais en faire, mais pas à temps plein. Moi, je me disais... Tu sais, j'avais quelques amis qui travaillaient dans ce milieu-là, puis je me disais... Hey, faire ça à temps plein. Parce que moi, j'avais des restaurants, j'avais des bars, puis pour une fois dans ma vie, je sentais que j'avais le contrôle de ce que je faisais. Tu comprends? Je rentre à telle heure, je fais mes affaires, c'est moi qui gère l'argent, je me ferai pas congédier demain, je peux pas, à moins que je me congédie. Mais la télé, je me disais, c'est beaucoup d'heures pour peut-être pas grand-chose, tu comprends? C'est de l'inconnu aussi, là. Ouais, c'était beaucoup d'inconnus, mais ça me faisait pas peur. Moi, je le voyais comme du plaisir, puis je me disais... Parce que, supposons, je parlais avec Sébastien Benoît dans le temps, puis là, il faisait de la radio, faisait de la télé, il était à Flash dans le temps, puis là, je disais, ça ressemble à quoi tes journées? Ah, tu pars le matin, je reviens le soir, puis là, j'étais là, Colin, OK. Tu sais, puis je chantais aussi, tu sais, tu parles d'inconnu, mais je me disais que c'était... Encore une fois, que tu dépendais des autres, tu dépendais d'une personne. Comme au hockey, tu sais. Moi, j'étais à la merci de mon coach, du DG. À chaque année, je signais des contrats d'une saison. Je savais jamais ce qui allait arriver. Mais c'est drôle, pour revenir à ce milieu-là, c'est que j'ai commencé cet été-là. J'ai fait de la télé pendant 1 mois.
Puis c'était à tous les jours. Je partais avec mon caméraman. Puis j'ai pris goût. Puis quand j'ai terminé ce mois-là, là, j'ai eu un appel de la radio, un appel de la télé. Puis c'est là que c'est parti vraiment. Puis là, tranquillement, il a fallu que je fasse un choix. Je fais tout ça à temps plein ou je continue à avoir des restos puis je me fais voler, tu sais. Fait que c'est un des deux. Fait que tu as pris une décision à ce moment-là qui a changé le cours de ta vie. Ouais. C'est quoi qui est le plus drôle, Dave? C'est que... Ben ça, tu le sais pas, mais là, je vais te dire là. Hein? Quand j'ai commencé à faire de la télé, tu as été un modèle. Parce que je me souviens, quand on m'a approché pour commencer à faire les Renault d'Hugo, c'est une drôle de manière. On m'a invité chez Québécois, on me fait venir dans une salle. Là, il y a plein de monde, il y a à peu près une trentaine de personnes. J'ai aucune idée pourquoi on me fait venir là. Là, les gens se parlent, comme si je n'étais pas là. Pour au final arriver, là, je comprends qu'on parle d'un jour de Renault, pour arriver, ça te tente-tu d'animer ça? Là, tu fais OK. Premièrement, tu n'as aucune idée ça implique quoi. Puis là, je me souviens, j'ai demandé si je pouvais réfléchir. Oui, ça m'intéresse, mais je peux réfléchir. Puis ça a été un peu un modèle. J'ai commencé à m'informer autour de moi. Je me demande si je t'avais pas appelé, mais je suis pas sûr. Mais c'est une chose que je me disais, je me souvenais de la fois que tu étais venu me voir au Mega Gym, puis comment tu avais commencé, puis comment tu étais à la télé. C'est exactement le gars que j'avais rencontré cette fois-là. Puis tu n'avais pas changé. Tu avais emmené une couleur qui était toi, puis qui te rendait authentique. Puis je me suis dit, mais c'est ce modèle-là qu'il faut que je suive. Rester moi-même. C'est fou, Hugo, puis ça me touche vraiment parce que tu sais qu'à l'inverse, comment je t'ai toujours trouvé inspirant. Puis là, on va se coller. Non, mais tu le sais, moi, à quel point j'étais fier. Puis la première fois que je t'ai rencontré, puis encore là, je regarde ce que tu fais. Puis je pense que c'est un privilège de ne pas être parfait puis de rester nous-mêmes, tu sais. T'as toujours resté le petit gars de la Côte-Nord, puis moi aussi, j'espère, puis je pense que, tu sais, c'est un privilège de travailler dans ce métier-là, puis de ne pas avoir de voile, d'être juste, tu sais, qui on est. Puis moi, j'ai toujours, tu sais, je savais pas comment être autrement. Quand j'ai commencé dans les sports, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, un de mes boss était venu me voir, puis m'avait dit « Ouais, Dave... tu sais, on aimerait ça que tu sois plus sérieux dans certains segments, mais j'ai dit, on parle de sport. Moi, je parle de sport, ça devrait être le fun. Tu sais, c'est pas, hey, on sauve pas des vies, là. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, je suis qui je suis. Tu sais. C'est important parce qu'à quelque part, c'est la raison pourquoi que les gens nous aiment. Ben, je pense qu'ils s'identifient à toi. Tu sais, tu parles des Renault d'Hugo. Tu sais, t'es le gars qui fait des Renault, qui apprend. Moi, tu sais, puis qu'un professionnel à côté de toi. Fait que moi, je me dis, OK, si Hugo est capable de le faire, je suis capable de le faire. Tu sais, puis je vais te dire plus que ça. Tu sais, moi, tu parles d'influence, mais moi, quand tu gagnais, tu sais, puis je te l'ai souvent dit, là, mais tu sais, tu gagnais tes championnats, puis moi, la journée, tu sais, que je pouvais dire, hey, mon chum, Hugo Girard, c'est l'homme le plus fort au monde. Tu sais, c'est le sky's the limit. Même pour quelqu'un, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, puis de la façon que tu t'es rendu là, tu sais, ça te prend des modèles, ça te prend des façons de... Faut que tu rêves dans la vie. Tu sais, faut que tu te dises, tout est possible. Mais moi, quand je suis arrivé dans le milieu de la télé, tu sais, je me disais, tu sais, on va voir, on va y aller une journée à la fois, comme dans le sport, une journée à la fois, mais je voulais pas me perdre dans essayer. Je pouvais pas être tu sais, Pierre Roud. Je pouvais pas être même Alain Crête avec qui j'ai travaillé, Jean Pagé. Je pouvais pas être... C'est des gars qui ont des parcours totalement différents. Hugo, comment il y a de gars qui animent à télé comme tu le fais? Qui ont été champions du monde, qui ont été l'homme le plus fort au monde. Non, mais il y en a pas. Fait que ça devrait-tu être un critère, tu sais, pour avoir des shows de cuisine, pour avoir des shows de réno, de faire des shows comme tu as fait dans les ghettos. Tu sais, non, mais tu sais, t'as un parcours qui est unique. Fait que moi, je me disais, tu sais, je dis toujours à la blague, mais tu sais, il y avait un jeune qui me demandait, qu'est-ce que ça prend pour animer une émission de sport, de hockey? Ben, j'ai dit, il faut que tu ailles jouer dans la Ligue nationale, au moins un match. T'sais, non, mais... Ça l'aide. Non, mais tu sais, c'est pas un critère, je niaisais, tu sais, va à l'école. Oui, mais moi, ça a été mon école à moi. Ça a été l'école du hockey. Mais en même temps, de l'avoir joué la game, même si tu as joué un match ou tu as joué à des niveaux inférieurs que la Ligue nationale, tu comprends la game, t'emmènes un angle, c'est ça qu'on aime. Parce que quand t'en parles, tu le sais parce que tu l'as vécu. T'es pas obligé d'avoir été Wayne Gretzky
pour être capable d'en parler. Non, puis... Mais, tu sais, pour moi, c'est parler de sport, parler de hockey spécialement, parce que, tu sais, il y en a qui sont des généralistes. Moi, j'aime beaucoup le sport, j'aime les athlètes, j'ai beaucoup de respect pour les athlètes, pour leur parcours. Puis Hugo, tu sais, on peut se revoir, puis on peut comprendre. Tu sais, j'écoutais Michael Kingsbury aujourd'hui. On peut comprendre l'effort qu'il a mis derrière ces compétitions. Tu le sais, c'est quoi faire des sacrifices. Même les sports de combat, tu sais, tu l'as fait, mais tu sais, tu peux comprendre aussi la réflexion, la préparation d'un athlète, le respect que tu peux avoir pour l'autre adversaire. Ça, c'est universel, mais moi, ma spécialité, je l'ai toujours dit, c'est le hockey. Tu sais, je fais des entrevues. Tu sais, je me rappelle d'une entrevue avec Luciane Boutet dans le ring, à son dernier combat à Québec. Tu sais, il se fait mettre KO, puis, man, il veut me parler après. Parce que, tu sais, on établit une confiance. Mais moi, je dis à mes réalisateurs, à mon réalisateur, puis à mon équipe, je parle pas, il vient de se faire mettre KO. On est au centre Vidéotron à Québec. Il doit y avoir 20 000 personnes. C'est pas le temps, mais il m'a regardé puis il m'a dit « Non, je veux te parler. » Il voulait remercier les gens, mais je n'ai déjà vécu, des combats où ça a mal été, mais par respect, tu sais, je voulais pas aller là. Mais tout ça pour dire, c'est que... Mais le hockey, tu sais, pour moi, c'est... Tu sais, c'est facile, je sais ce qui se passe dans la chambre, je sais ce qui se dit, tu te renouvelles tout le temps parce que, tu sais, à chaque année, j'étais avec j'ai l'occasion d'être avec les meilleurs de la Ligue nationale. Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est que je pense, toi, comme moi, tu sais, ce qu'on a fait dans la vie, ce qui nous a amené à avoir du succès, nous aide encore aujourd'hui, puis fait que, moi, ça fait que j'ai pas à jouer de rôle dans tu sais, j'étais avec toi, tu parles avec Dave Morissette. On serait parlé sans micro, c'est avec Dave Morissette. Puis moi, c'est le plus beau compliment que je peux avoir. Merci beaucoup, j'apprécie, parce que je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça nous rend, en tout cas, du moins unique. Ouais, Un autre affaire qui nous rend unique, on est deux gars de la Côte-Nord. Ouais, deux gars qui ont sorti de là, qui ont réussi, on est dans le domaine des communications, avec des cheminements atypiques. Il n'y a pas grand gars qui sont sortis de la Côte-Nord qui sont allés en Ligue nationale. Non. Puis c'est drôle, quand j'étais jeune, mais Hugo, encore une fois, moi, tu sais, j'ai toujours de l'histoire de... Je me rappelle avec les premières conversations qu'on avait, puis tu me disais, tu sais, tu t'entraînais avec ton pneu en arrière de chez vous, tu sais. Mais, tu sais, ton père, à quel point ton père, c'était un modèle, puis... Mais moi, mon père, il a tout fait pour que je sorte de la Côte-Nord. Il voulait pas que je travaille à l'usine, là-bas, puisque mon père travaillait à l'usine d'aluminium, la Reynolds, qui a changé de nom pour l'Alcoa. Mais l'influence de mon père, c'est que mon père me disait, tout est possible. Tu veux jouer dans la Ligue nationale? À 7 ans, je voulais jouer dans la Ligue nationale. Mais si tu viens de Bécomo, quasiment impossible. Non, mais c'est dur, là. Non, mais je cherche les modèles. Tu sais, je me rappelle, il y avait un gars que je connaissais qui s'appelait Pierre Millier, qui avait été repêché à Québec. Il y en avait quelques-uns. Il y avait même Jean-Claude Bergeron, un gardien. Mais, tu sais, je veux dire... Mais mon père me disait, non, si tu y crois, ça va arriver. Mais mon père m'a payé un entraîneur. Hey, moi, là, je suis né, j'ai grandi dans un 4,5. Tu sais, un frère, une sœur. On dormait les trois dans la même chambre. Mon père, il avait mis un mur dans le milieu de la chambre. C'était même pas du plywood, là. C'était encore plus mince que ça. Là, du carton. Ouais, mais une feuille de carton. Puis, il y avait mon frère et moi d'un côté, ma sœur de l'autre. Mais puis là, on descendait, on restait au 3e étage, puis on avait des lockers. Tu sais, le petit locker, hey, go, je te jure, là, le locker, c'est à peu près, c'est plus petit que ce qu'on a, tu sais, ce qu'on est là, Ouais, la pièce. un locker de bloc, là. Un locker de bloc, OK, bon. 4 par 8, genre. Oui, exactement, 4 par 8. Puis mon père avait installé un bench press. Il m'avait payé un entraîneur, un gars. C'est comme si Hugo vient me voir le matin, puis là, on travaillait sur ma force. Avec quel âge? Je devais avoir, à ce moment-là, je devais avoir 12 ans. C'était un précurseur, là. Il était avant-gardiste, parce que ça fait pas longtemps que les athlètes, à ce niveau-là, travaillent avec des entraîneurs, à 12 ans. Non, puis il me disait, mon père, le gars de l'usine, là, OK? Le gars qui faisait des 16 heures, puis il disait, non, mais il dit, pendant que tes chums, ils s'amusent, là, toi, tu t'entraînes. Non, mais c'est fou, là. Je pense, tu sais, je sais pas combien que ça pouvait coûter. Puis l'été, il me payait un entraîneur. J'avais l'été, puisque là, tu sais, il y avait le baseball, il y avait la crosse, mais il disait,
je vais te payer un entraîneur. Des fois, il faut que tu sois plus fort, tu sois plus rapide. Faut que tu... Puis avec ça, ben, j'étais sur la glace. Dans ces années-là, on était sur la glace, on jouait au hockey bottine dans la rue quasiment tous les jours. Il y a l'amour du hockey aussi. Mais, puis mon père voulait pas que je travaille à l'usine, là, parce qu'il me disait, si tu travailles à l'usine, tu vas aimer ça. Tu vas aimer l'argent. L'argent. Tu vas aimer l'argent. Puis c'est sûr, mes chums, j'ai beaucoup de mes amis qui travaillent à l'hydro, qui ont travaillé à l'usine, qui travaillent encore à l'usine. Mais ils disent, si tu rentres, tu sortiras plus. Puis il a bien fait, parce que, le faire un 400-500 l'été, moi, je travaillais au dépanneur Daka à Bécomo l'été. Je sais pas, je faisais 100$ par semaine. Tu trouvais-tu ça dur quand tu voyais tes chums qui faisaient de l'argent? Il était très généreux, mes chums. T'as été chanceux, Il était très généreux, mais... non, à vrai, non, j'ai pas trouvé ça dur. Je travaillais de nuit dans un dépanneur, c'était le fun. Je mangeais ce que je voulais. Attends de profiter, là. Il m'a peut-être mangé ses profits aussi. Okay, ouais. Mais je me rappelle, j'avais marqué tout ce que je mangeais. Mais, tu sais, là, 14, 15, 16, je mangeais en tabarnak, puis c'était nuit pour moi. Je finissais mon chiffre, j'avais des brûlements d'estomac. Tabarouette. Hey, c'est tellement drôle que tu comptes ça, parce que je me souviens d'une de mes premières jobs quand j'étais aux études. Je travaillais dans une boutique de produits naturels. Ouais. Puis moi, ben, il fallait que je marque ce que je mange. Mais finalement, il ne faudrait pas une scène. Parce que je mangeais... Hey, je mangeais en tabarouette, là. Ça n'avait aucun bon sens. J'imagine. Tu devais de l'argent à la fin de ton chiffre. Probablement. Même chose avec moi, j'arrivais à la fin de la semaine, mais j'avais mangé. Puis, écoute, mais j'ai pas fait beaucoup d'argent. Parce que c'est ça, ton père travaillait à Reynolds. Mon père a travaillé à Reynolds aussi. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. Moi, tu sais, j'étais à Portneuf. Maintenant, c'est Portneuf-sur-Mer. Avant, on appelait ça Rivière-Portneuf. Ben, sur mer. Eh oui, hey, ça attire des touristes. Ça attire des touristes. Ça marche, puis c'est beau. Mais mon père, quand il s'est séparé, lui, il est retourné travailler à Bécomo. Fait que moi, de 0 à 3 ans, j'habitais à Bécomo. Fait qu'on a retourné à Portneuf. Mon père a acheté une maison là-bas. Puis là, ben, quand il s'est séparé, après ça, il est reparti travailler. Puis il est allé s'établir à Bécomo. Puis moi, ben, j'allais faire des tours là-bas, mais j'ai toujours resté à Portneuf. Ah ouais, hein? Puis ce qui est drôle, c'est que... Fait que nos pères se sont sûrement... C'est sûr qu'ils ont travaillé ensemble, c'est sûr. Puis par la suite, vers l'âge de 17 ans, mais avant ça, je jouais au hockey mineur. Fait qu'on allait à Bécomo. Puis là, ben, l'été de mes 17 ans, j'étais allé travailler là-bas pour Fortin Lévesque. Ah, ouais. Monteur en structure d'acier. C'est là que j'ai appris c'était quoi de la vraie ouvrage. J'ai dit, c'est sûrement pas ça que je veux faire. C'est tough, hein? Calique. Puis moi, je déjeunais chez nous le matin, parce que mon père travaillait là. Puis là, ben, je m'en allais avec lui à la shop. Puis là, non, je déjeunais chez eux. Après ça, j'allais avec lui, il allait déjeuner au resto. Je redéjeunais avec lui au resto. Puis là, après ça, la cantine, quand elle venait, je remangeais. Fait qu'au bout d'une semaine, il me disait à moi, là, tu gagnes de l'argent. Là, tu vas payer ta cantine, puis tu vas payer ton déjeuner au resto. Parce qu'il était écœuré de payer pour moi. Il trouvait que je mangeais trop. C'est un peu l'inverse de ton père. Moi, mon père, c'est plus... il aurait possiblement aimé ça que Rial travailler quand j'étais en âge de travailler, parce qu'il croyait pas nécessairement que tu pouvais gagner ta vie à lever des poids. Ouais, c'est ça. Mais moi, le hockey, c'était différent aussi. T'sais, oui, mais... Tu comprends, mais Hugo... Qui aurait pu miser que tu allais gagner ta vie avec ça? Ouais, mais qui aurait pu miser que tu allais faire la Ligue nationale? Ouais, mais tu sais, le hockey, c'était glamour un peu, le hockey. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, le hockey, on avait des modèles, on avait des exemples, on avait... Oui, mais tu sais, t'as à peu près 7 Québécois qui sont repêchés par année. Fait que c'est glamour, mais il y a quand même peu d'appelés, là, peu d'élus, là, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Puis je sais que c'est à Côte-Nord, le hockey était très populaire. Surtout tellement, dans ces années-là. Tellement. Puis, tu sais, aussi, c'est que peut-être mon père, si j'avais pas eu de succès... Tu sais, j'ai été repêché midget 3A dans le temps. J'avais 13 ans, 13-14 ans. Ouais, puis je suis parti à Hull. Moi, je suis parti à 13-14 ans. Ben, j'ai eu 14 ans à Noël. Donc, je suis parti, j'ai été repêché à Hull, mais ma tante habitait à Hull. Fait que j'habitais chez ma tante Pauline. Mais cette première année-là, après 3 mois, je suis revenu à la maison. C'est tôt. À quel âge t'as commencé à réaliser que t'étais bon? Au hockey, ben, écoute, je pense... J'ai toujours pensé que... Non, mais peut-être à 8 ans, 9 ans, tu sais, quand tu marques 2-3 buts par match, j'en marquais dans ce temps-là. Tu sais, là, tu te dis, OK, j'ai peut-être quelque chose de spécial, tu sais. Puis là, tu joues dans le double lettre.
Puis, tu sais, chez nous, à Bécamo, là, le monde parle du hockey 3A d'été, puis nous autres, c'était du 2C. 2C. Quand tu jouais 2C, t'étais hot, Hot. là. T'sais, mais, ouais, quand tu faisais le 2C, t'étais bon. Puis, je jouais toujours, j'étais souvent surclassé, je jouais avec des plus vieux. Puis des gars avec qui j'étais encore ami aujourd'hui. Tu sais, ma gang de hockey est toujours restée parce que c'était les modèles à suivre. Tu sais, il y a des gars qui ont été importants dans ma vie, puis à ce moment-là, encore plus, parce que tu cherches des modèles. Puis c'est là que tu commences à avoir confiance aussi. Mais pour répondre à ta question, tu sais, j'ai commencé à penser à croire à la Ligue nationale quand j'ai été repêché. Midget 3, ma première année, là, 14 ans, là, j'étais là, OK, peut-être si je sors de Bécamo, parce que le but, c'était de sortir de Bécamo. Puis là, je me dis, OK, ça, c'est faisable. À partir de ce moment-là, j'avais juste un objectif. C'était de te rendre jusqu'en haut. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que tu avais un paternel en arrière de toi qui te poussait dans le derrière. Ouais. Tu sais, c'est le côté que moi, j'ai trouvé dur. C'est que moi, il fallait que je croie parce qu'il n'y avait personne qui croyait. Fait qu'ils ont commencé à croire quand je suis arrivé. Fait que là... Mais comment t'as fait pour les convaincre? Qu'est-ce que tu sais, Ben, je pense que c'est quand ils m'ont vu à la télé qu'ils ont réalisé que finalement, OK, il l'a fait. Fait que j'ai pas été capable de les convaincre en cours de route. Tu sais, moi, ça a été un peu... tu sais, mais il a fallu que je les harcèle pour être capable d'avoir une partie des sous pour pouvoir m'acheter de l'équipement pour m'entraîner. Tu sais, nous autres, il n'y avait pas de boutique, ça venait de chez Sears. Toi, ça devait venir de chez Canadian Tire. C'est sûr. Probablement, parce qu'ils avaient un avec le bench press Canadian Tire. Puis les poids aussi, eux autres vendaient des poids York. Ah oui, mais tu sais, les poids en plastique. Oui, là. en ciment à l'intérieur. Oui. Fait que moi, ben, j'avais fait une entente avec eux. Si j'avais des bonnes notes, puis qu'il fallait que je ramasse mes sous pour pouvoir en payer la moitié. Puis les autres, tu sais, même s'ils travaillaient dans une usine, c'était une époque où la vie était dure. C'était pas facile. Ben oui. Puis tu sais, on parle d'une usine, puis on parle des salaires. Tu sais, c'était pas grand-chose. C'était beaucoup, mais c'était pas grand-chose quand même. Là. Oui, puis je pense que c'était pas autant que c'est maintenant. Même si la vie coûtait moins cher, je pense que le ratio n'était pas nécessairement très favorable. Puis imagine ton père avec 3 enfants à nourrir, ça devait être quelque chose. Tu fais des choix, mais tu sais, moi, mon père, il a dû s'endetter. Tu sais, je parle beaucoup de mon père, mais ma mère aussi, là. Tu sais, là, tout ce qu'ils ont vécu. On parle des deux, là. Oui, t'as raison. Puis moi, même, je suis convaincu même, mes parents se sont séparés à un moment donné, mais tu sais, quand tu mets tout de l'argent, quand tu mets tout ton argent, tout ton temps sur un enfant, parce que, tu sais, ma soeur est partie jeune, mon frère était plus jeune, mais, tu sais, l'argent allait sur moi. Tu sais, là, c'est Dave a besoin d'épaulettes. Moi, je savais pas c'était quoi, puis je sais pas pour ton équipement, mais moi, le 175$, je me rappelle, 175$ une paire d'épaulettes, c'est une semaine de salaire, là. Mais, tu sais, ça prenait ces épaulettes-là. Après ça, quand je partais, là, jouer midget 3, c'est une pension de 70$ par semaine. Tu sais, c'est de l'argent. Fait que mon père, tu sais, mon père n'aimait pas ça en parler, mais ils ont toujours emprunté, ils se sont toujours endettés. Fait que tu coupes ses vacances, tu coupes ces moments que tu as en couple. Puis c'est normal, là, c'est normal. Pas tous les parents qui veulent le faire, mais, tu sais, je veux dire, Tu sais, c'est pas juste tes parents, là, c'est ton frère et ta sœur aussi ont participé à faire en sorte que tu puisses réaliser ton rêve. Tellement. En mettant plus de sous sur toi, à cette époque-là, tu ne devais pas les réaliser. Mais à un moment donné, tu as dû t'en rendre compte. Ben oui. Puis on a toujours... Mais, tu sais, j'avais la fierté de ma sœur aussi, puis de mon frère qui venait nous voir, mais je réalise aujourd'hui qu'eux autres ont sûrement écopé. Il fallait que tu coupes à quelque part. Puis même s'ils venaient me voir jouer, puis... Mais tu sais, ils venaient me voir jouer un peu partout, mais... Tu dis, tu devais réaliser, mais, tu sais, Hugo, la vérité, c'est que tu réalises pas dans ce temps-là. Tu sais, le coût de la vie, ce que ça coûte, tu le sais pas. Mais je vais revenir avec toi, là. Fait que là, t'as tes poids. Là, tu te dis, je vais m'acheter des poids. Puis là, ils te financent ou Mais quand est-ce que tu l'as su, toi, que t'allais en faire une carrière puis t'allais devenir Hugo Girard? Hey, c'est tellement drôle, c'est mon podcast, puis c'est rendu que c'est Dave qui me pose des questions, c'est bon. C'est intéressant. C'est bon, oui. Je me rappelle pas si tu me l'as déjà dit. Moi, à 12 ans, j'ai dit à ma mère, un jour, j'allais devenir l'homme le plus fort du monde. J'ai aucune idée, pour être honnête, que je vais me rendre là. Mais pour moi, c'était comme ma manière de me donner un objectif pour sortir du milieu où j'étais. Fait que ça me donnait quoi que ça allait me sortir de la Côte-Nord. Moi, je me souviens, là, aussi loin que je peux aller, jusqu'au temps que je parte, là, mais peut-être 12, peut-être même avant ça, je voulais sortir de là. J'avais l'impression d'étouffer, puis d'être un peu comme...
je te dirais le mouton noir. Je me sentais pas à ma place. Puis l'entraînement est devenu un véhicule qui allait me permettre de pouvoir sortir de là, puis de pouvoir réussir dans quelque chose, puis possiblement m'épanouir, puis m'ouvrir la porte vers d'autres choses si je l'avais pas réalisé. Ben, go. Non, mais c'est tellement bon ce que tu viens de dire là. Tu sais, 13, 14 ans, là. Tu sais, c'est l'âge où moi aussi, là, je voulais, tu sais, je t'ai dit, je suis parti à 13, 14 ans, puis c'est jeune, là. Mais moi, je me sentais comme toi, là. Mon rêve, des fois, je suis gêné de le dire, parce qu'il y a des gens qui habitent sur la Côte-Nord, puis j'adore la Côte-Nord, mais comme jeune, je voulais sortir de la Côte-Nord. Je partais, si tu demandais à ma mère si ma mère était ici, je partais avec mes valises des fois. Puis elle me disait, où c'est que tu t'en vas? Tu sais, là, je m'en vais rester plus loin, là, je sais pas où, là, Québec, Montréal. Je partais avec ma valise. Puis là, elle me laissait partir. Là, à un moment donné, elle dit, Dave, il venait me chercher. Mais je suis parti avec ma valise. Mais, tu sais, moi aussi, j'ai toujours eu ce rêve-là de sortir, puis pour réussir. Tu sais, quelqu'un qui naît à Montréal ou dans les, tu sais, Québec, je sais pas, les grandes villes, là, tu sais, t'as pas, peut-être tu rêves pas de ça. Mais... Ben, je pense que l'accès, quand tu viens d'un petit coin comme nous autres, la réussite prend un autre sens. Parce que la réussite, je pense que pour les gens, du moins à cette époque-là, c'est de te trouver une job à l'usine, d'avoir un mari ou une femme, fonder une famille. Avoir un chalet. Oui. Avoir un chalet, c'est avoir un luxe. Avoir un chalet, c'est très important. Fait que là, ben, tout ce qui sort de l'ordinaire devient quelque chose que ça devient pratiquement impossible. Fait que pour revenir à ce qu'on disait tantôt, c'est que moi, mon père, il arrêtait pas de me dire « Trouve-toi une job ». Puis il comprenait pas au début pourquoi je m'entraînais puis que je mettais autant d'énergie là-dedans. Puis, une autre affaire qui nous rapproche, moi, là, quand que les jeunes jouaient puis faisaient les affaires des jeunes de notre âge à l'adolescence, moi, je m'entraînais. Puis, l'entraînement m'a amené à comprendre que plus je mets d'efforts, meilleurs sont les résultats. Si je mettais la même chose dans les études, meilleures étaient mes notes. Puis ça a commencé à influencer, je te dirais, à peu près tout ce que je faisais pour essayer de le faire au meilleur de mes capacités. Puis la grande force que ça m'a donné de ne pas avoir ce support-là, avec du recul, c'est que tu n'attends pas l'approbation des autres. Tu fais ce que tu as à faire parce que c'est la seule manière que tu peux continuer à croire dans ce que tu fais. C'est fou, hein? Puis t'allais y arriver. Fait que ça te donne une résilience. En tout cas, du moins pour moi, ça a fonctionné. Puis ça m'a donné un élément de motivation pour le reste de ma vie. Tu veux, puis pour moi, tu sais, je rêvais de sortir de Bécomo. Mais de mon côté, tu sais, mon père, comme je te dis, mes parents étaient toujours là, toujours présents. Mais moi, ce qui me motivait souvent dans les moments difficiles, c'est que je voulais pas les abandonner aussi. Je connaissais je connaissais les sacrifices qu'ils faisaient. Je réalisais. Mais j'avais peur de les abandonner. Il y a des moments où je me disais, c'est terminé. Je me rappelle d'un moment junior, là, ma première année. Tu sais, j'étais un premier choix, puis je me bats à tous les soirs ou presque. Puis là, les gens, puis, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, je me rappelle des gens qui applaudissent puis qui crient mon nom à la fin d'un match on perd 4-1, puis ils veulent que je me batte, puis... Mais j'ai 16 ans. Tu sais, je veux pas embarquer sur la glace, c'est 4-1, puis tu sais, être tough, puis être bon avec ses points, c'est comme un don, tu sais. Je veux dire, tu veux pas... Moi, peut-être que j'étais plus peureux que les autres, fait que je me défendais. J'avais peur de mourir sur la glace. Mais, tu sais, il y a une certaine... Tu sais, je fais des blagues avec ça, mais j'étais pas le plus gros, mais j'étais tough. Mais t'arrives junior, puis tu te bats quasiment à tous les soirs. Les gens s'attendent à ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Ah non, je vais arrêter de jouer, là. C'est assez, là. J'ai plus de fun. » Puis là, j'ai 16 ans. 16 ans. Puis à Noël, mon père vient manger avec moi, tu sais, puis il descendait de Bécomo, vient me voir jouer. J'ai pas joué beaucoup, puis je me suis battu encore, puis mon père, il haïssait ça quand je me battais. Puis là, il me demande, il dit, t'es-tu heureux? Là, c'est mon père, mais je veux pas le décevoir, puis je veux pas lui montrer que je suis pas heureux, parce qu'il, tu sais, encore une fois, l'argent qu'il dépense, puis juste les vêtements, puis... là, je suis là, ça va. Il dit, veux-tu revenir à Bécomo? Il dit, veux-tu revenir à Bécomo? Puis il dit, je vais te faire rentrer à l'usine. Hey, mon père qui m'avait dit, jamais. Fait que là, pendant, je te le jure, Hugo, là, mais, tu sais, puis qu'il voyait que j'étais pas heureux, là, mais j'ai fait, à ce moment-là, j'ai pris la décision de plus jamais dire à mon père que ça allait pas, parce que je sais que pour lui, c'était la plus grande déception, là.
Tu sais, puis il faisait parce qu'il m'aimait, puis il voyait que je n'étais pas heureux, mais... Tu pensais pas qu'il te testait? Sûrement, mais j'ai fait comme... Mais derrière ça, il y avait sûrement un plan, il y avait sûrement une stratégie de mon père. Mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, non, mais ce que je veux faire, j'ai réalisé que ce que je voulais faire, c'était de jouer au hockey. Tu comprends? Puis que oui, peut-être c'était pas facile là, mais qu'elle allait avoir des meilleurs moments, puis que je devais passer sûrement à travers ça. Mais à ce moment-là, parce que tu sais, des fois, c'est facile de dire, hey, je vais abandonner. Oui. Mais là, pour moi, abandonner, c'est de retourner à Bécomo. Puis là, il me disait, viens travailler à l'usine. Je fais, non. Tu sais, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, peu importe ce qui arrive dans ma vie, dans ma carrière, non, je veux jouer dans la Ligue nationale. Parce que ça aurait été un échec. Puis ça aurait été un échec, puis de savoir, honnêtement, je savais à quel point mon père était fier de moi, mais tu sais, ça c'est moi, mais j'avais peur à ce moment-là, je me suis dit, tu sais, non, je vais décevoir tout le monde. Mon père a trop investi sur moi, mes parents, il y a trop de monde qui croit en moi. Tu sais, j'étais quand même un premier choix pour que j'abandonne là, puis là, pendant une seconde, je me suis imaginé à Bécomo. Retourner à Bécomo. Non, c'est pas à Bécomo, je vais jouer dans la Ligue nationale. C'est tellement drôle parce que moi, c'était clair. Tu sais, quand je suis parti à l'extérieur, c'est moi qui ai payé mes études. Fait que c'était pas facile. C'est fou. Fait que j'ai commencé à travailler dans les bars. Fait que je m'entraînais à temps plein, j'allais à l'école à temps plein. Puis je m'entraînais à temps plein. Je travaillais à temps plein pour payer mes affaires, puis je vivais pas riche, là. Puis c'était toujours ça. C'est parce que moi, ce qui me motivait, c'est que si ça fonctionne pas, je retourne sur la Côte-Nord. Et ça va être un échec. J'ai dit, je vais tout faire, mais j'y retournerai pas. Tu sais, tu parles de ton père, puis je le savais que tu étais près de ton père. Ça a été quoi quand tu es parti de garder cette relation-là à distance, de pas l'avoir avec toi, auprès de toi? Ouais, mais c'est tellement bon parce que j'étais pas près de mon père. Non? J'étais pas près de mon père jusqu'à l'âge de 30 ans. Mon père, mais dans le temps, mon père était un personnage important, mais mon père travaillait, puis ma mère tenait la maison, tu sais. Fait que de dire que j'étais proche de mon père était toujours là. Mon père arrivait à faire la discipline. Puis oui, OK, comme je t'ai dit, tu sais, peu importe, mon père, il y a encore des paroles qui résonnent de mon père, mais c'était pas un ami. Quand mon père est parti, c'était mon meilleur ami. Mais moi, j'ai joué jusqu'à l'âge de 30 ans. Je suis revenu de l'Europe, j'ai arrêté de jouer. Puis là, on a investi dans notre relation. Puis là, c'est là aussi que je me suis aperçu tout ce que mon père avait fait pour moi. C'est là que j'ai réalisé. Quand ça tombe, là, tu fais comme... OK, c'est fini. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un peu ça, là. Moi, je me suis aperçu. Ouais. Puis là, mon père, on a commencé à passer du temps ensemble. Après ça... Mais, tu sais... C'est drôle que tu dises ça parce que mon père est devenu mon meilleur ami, mais on se parlait 2 fois par année, les longues distances dans le temps. Là. Mon père venait me voir jouer, que ce soit en Virginie, que ce soit au Minnesota. Il partait avec son auto, une journée, tu sais, aller-retour, c'est pas grave. Pour lui, 30 heures de route, pas grave. Puis il travaillait toujours le lundi. Fait qu'il faisait ça aller-retour. Mais non, mon père est devenu mon meilleur ami. Quand tu étais jeune, là, tu viens de dire que ton père faisait la discipline. Ouais. T'avais-tu peur de ton père? Oui, oui, vraiment. Mon père était tough. Mon père, j'allais le voir au ballon-ballet, il se battait, au hockey, il se battait. Mais, tu sais, je ne retiens pas du voisin, mais il avait un méchant caractère. Mon père, c'est le meilleur gars au monde, puis sur la glace, il se transformait. Mais à la maison, j'ai jamais eu peur qu'il me batte. Mais quand mon père disait, OK, c'est assez... T'écoutais. On écoutait, tu sais, 3 enfants. Ma mère était là pour gérer la maison. Mais quand mon père arrivait à la fin d'un chiffre, là, à 4 heures, on écoutait, puis il fallait qu'il dorme le week-end. Hey, c'est donc bien drôle, c'est un autre point en commun, parce que mon père, c'est un tough. Oh. C'est la même affaire. Fait que moi, mon père n'avait peur. Puis quand il disait de quoi, j'écoutais. Oui. Fait que c'est vraiment bizarre, parce que même si on a des cheminements différents, ça se ressemble beaucoup. Mais... Moi, je me souviens d'été de mes 17 ans, j'étais allé à l'arcade
qu'il y avait aux côtés du pub. Des galeries à Haute-Rive. Comment ça s'appelait, cette arcade-là? Ah, ben, écoute, je m'en rappelle tellement. C'était à Haute-Rive, c'est ça, c'était à Haute-Rive? C'était à Haute-Rive, mais juste à côté, ben, en face du centre d'achat, là, puis à côté du pub. Oui, là. ben ça, le pub, c'était le bar. Ouais. Là, quand j'avais été là... Hey, ça, c'était la place. Oui, c'était la place que les jeunes se ramassaient. Ben oui, moi, j'ai 17 ans, puis là, je suis déjà pas mal costaud. Puis là, c'est drôle parce que je te connais pas. Mais là, tout le monde me parle de toi. Parce que c'était un peu comme si là, t'arrives sur le territoire d'un autre coq. Puis là, moi, Dave Morissette, j'ai aucune maudite idée c'est qui. Et là, c'est là que j'ai réalisé, plus tard après, que déjà là, t'étais une vedette dans la place. Ah, ben ça, je le réalisais pas. Mais, hey, OK, t'en veux-tu une bonne? Tu sais, l'humilité, c'est important dans la vie. Hein? Puis je te dis, hey, j'étais une vedette, puis je le savais pas, mais tu le sais, t'es en train d'accomplir quelque chose. T'es dans le journal, t'es dans le plein jour, puis je salue Sandro Sala, qui était journaliste. Sandro que j'ai rencontré l'autre jour, qui est à SAQ maintenant. Mais, tu sais, fait que tu sais que t'as quand même assez d'attention. Puis même si tu joues midget 3, les gens sont fiers, les gens te suivent. Puis à un moment donné, je sors dans un bar, j'en vais avoir ça 16-17 ans. 17 ans, supposons. Ouais, là. parce que dans ce temps-là, ça marchait. On pouvait sortir plus jeune. Oui, exactement. Fait que là, j'étais à la Boulatec. Je sais pas si tu te rappelles, mais Boulatec, c'était à Bécomo, vraiment. Là, c'est pas Haute-Rive. Oui, c'est ça. T'avais Bécomo Haute-Rive. Oui. Boulatec, là, c'est vraiment dans Bécomo. Puis, je pense que j'ai commencé à aller là, j'avais 14 ans, mais là, 17 ans. Puis là, il y a un soir, je suis vraiment big. Puis je suis Dave Morissette, le gars qui arrive de Shawinigan. Puis j'ai mon jacket junior majeur. Puis je sais pas, je devais parler avec un accent français aussi. Puis là, il y a une fille qui vient me voir, puis elle me dit « Qui tu te prends, toi? » Je te le jure, je m'en rappelle comme si c'était hier, mais elle dit « Pour qui tu te prends? » Elle dit, tu viens des blocs appartements à Saint-Georges. Elle dit, écoute, tu joues au hockey, c'est correct, tout le monde est fier de toi, tout le monde te connaît. Mais elle dit, pourquoi t'agis de cette façon-là? Puis, tu sais, je pense que j'étais peut-être un peu arrogant. Puis, hey, je te jure, là, meilleure leçon de vie. Moi, je l'ai eu à 17 ans, puis devant tout le monde. Puis, il n'y a rien que je pouvais répondre. Je m'en faisais à croire. Tu t'attendais pas à ça partout. Je m'attends, mais moi, je la remercie encore aujourd'hui. Je sais pas c'est qui, mais elle me remet à ma place, puis pour le restant de mes jours. Tu viens des blocs appartements à Bécomo, puis oublie jamais ça. Puis c'est vrai, tu sais, j'avais une petite attitude, mais ouais, parce que je revenais l'été. Fait que, non, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de rester humble. Écoute, pour mettre en contexte, parce qu'à Shawinigan, tu devais être le king là-bas, là. À Shawinigan, j'ai tellement eu de plaisir, puis j'arrive à Shawinigan, c'est une petite ville, mais je suis content parce que pour moi, je suis bien dans une petite ville. Je suis bien dans... Puis Shawinigan, il y avait l'usine. Les gens travaillaient à l'usine. Il y avait 2-3 usines qui fonctionnaient beaucoup. Mais oui, ça je passais mes étés là-bas. Mais j'étais connu, tu sais. Écoute, ma première année, c'était rendu en série, puis on avait battu 3 rivières. Puis... ouais, c'était vraiment... Je me rappelle, il y a des jeunes qui venaient me voir, puis il y avait le numéro 24. Mais c'est des beaux moments, ça. Mais tu sais, 16 ans, comme je t'ai dit, j'arrivais à Shawi. C'est juste des bons souvenirs. Puis tu sais, j'ai connu mon épouse à Trois-Rivières, puis moi, j'ai l'impression que des fois, j'ai une partie de moi qui vient de Bécomo, puis l'autre partie est à Shawi, parce que tu sais, je retourne... Le docteur et son épouse, Denise, Michel puis Denise, c'est devenu comme les seconds parents pour moi. Tu sais, ils m'ont adopté à cet âge-là, à 16 ans. Je les vois encore. Quand j'ai un week-end à passer, je vais les voir. Mon camp de pêche est dans ce coin-là. Ouais, c'est donc bien le fun, ça. Ouais. C'est à quel moment tu t'es rendu compte que pour te rendre à la Ligue nationale, ça serait pas en comptant des buts, mais en donner des claques à la gueule? Ouais, mais ça c'est un autre... Ça, c'est une autre réflexion que j'ai eue. Ma dernière année, junior. Première année, j'arrive à 16 ans. Tu sais, je te l'ai décrit un peu, c'est un peu difficile, mais j'ai un entraîneur qui croit en moi. Puis, je suis tough, mais... Tu sais, je suis capable de marquer, tu sais, midget 3, je marquais des buts. Hockey mineur, je marquais des buts. Je jouais un style physique, là. Tu sais, j'ai toujours eu ça en moi. Mais de là à dire, je vais gagner ma vie en me battant, j'y croyais pas vraiment. Mais ma deuxième année junior, j'ai vraiment été blessé. Je me suis fracturé la main à 2 reprises. Puis ma troisième année, c'est là que j'ai marqué près de 20 buts. 40 à 50 points. J'étais plus aussi... tu sais, je savais ce que j'avais à faire pour attirer l'œil des dépisteurs.
Tu te battais quand c'était le temps, puis tu jouais au hockey. Exactement, mais tu sais, j'avais le choix, puis il n'y a pas grand monde cette année-là qui voulait se battre. Mais on avait, je dis ça, puis je suis menteur, parce qu'il y avait tellement des toughs, des Gino Ojic, il y avait des Sandy McCarthy, il y avait Chico, Enrico Ciccone, était à Trois-Rivières. Il y en avait partout, mais cette année-là, disons que pas grand monde qui s'approchait de moi. C'est peut-être pour ça que j'ai marqué bien des buts. Mais t'avais gagné le respect des... J'avais gagné le respect. J'avais gagné le respect, puis pour mon équipe aussi. Tu sais, c'est le but. Le but, c'est pas de se battre. Le but, c'est pas de se battre à tous les soirs. Oui, puis c'est de... Oui, mais c'est aussi... C'est de créer de l'espace pour tes coéquipiers. C'est de s'assurer, si ça se bat pas, ça veut dire que tout le monde est calme ce soir-là, puis que personne s'en prend à tes coéquipiers. Tu sais, le but, c'est pas de se battre. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas ça. Tu sais, le spectacle, là, quoi qu'il y en avait beaucoup dans ces années-là. Mais je termine ma saison junior, ma dernière année, puis je suis assis sur le banc des Cataractes de Shawinigan à la vieille aréna, l'aréna Jacques-Plante. Puis là, j'ai dit, OK, pour passer au prochain niveau, là, comment je peux me rendre indispensable? Qu'est-ce qui me rend unique? Puis je te jure, c'est une réflexion que j'ai eue, puis je veux-tu le faire? Puis j'ai dit, OK. Il dit, je pense que je suis de calibre avec les meilleurs dans la Ligue nationale. Puis si je joue physique, capable de marquer, capable de jouer sur un 3e, 4e trio, ben je vais me rendre. Puis là, j'avais changé mes modèles. Mon modèle, tu sais, Guy Lafleur, t'as une photo de là, de Guy. Moi, quand j'étais jeune, je jouais avec le numéro 10 dans la rue. Puis en vieillissant, je me suis détaché un peu de Guy, puis je suis allé vers Chris Nyland. Hey, c'est donc bien drôle. Moi, j'avais le numéro de Chris Nyland quand je jouais midget parce que ça, c'était mon joueur préféré. Puis encore aujourd'hui, j'ai essayé de l'avoir sur le podcast. Il est pas très à l'aise en français, mais éventuellement, on veut le faire en anglais. Ouais. J'aimerais vraiment ça le recevoir. Mais il est tellement bon en plus. Mais hey, t'as vu-tu une sur Chris Nyland? Tu sais, puisque moi, Guy, j'ai joué pas loin de 200 matchs des anciens avec. J'ai des photos inestimables avec Guy, puis... Hein? Il y avait une méchante les mains, mais... Écoute, juste rapidement, là, par exemple, on va parler de Chris, là, mais, parce que là, on parle de Guy, là, mais on s'en va jouer à Bécomo, OK? Moi, je joue des matchs des anciens Canadiens. J'ai été 2 ans dans l'organisation. Je me suis promené des mineurs à Montréal, mais les gars me considèrent comme si j'ai passé 20 ans dans l'organisation, puis toujours avec beaucoup de respect. Puis, tu sais, Jean Béliveau disait toujours, mais Guy... Et ça, c'est un autre gentleman, Jean Béliveau. Ouais. Puis, tu sais, Canadien un jour, Canadien toujours, tu fais partie de la famille. Puis aussi de la façon que tu représentes le Canadien, c'est bien important. Moi, je fais encore des sorties, je représente le Canadien, j'ai mon chandail 36, puis il m'appelle, « Hey Dave, veux-tu nous représenter là, là, là? » Puis ça, c'est un privilège. Mais Guy, de jouer avec Guy, moi, à chaque fois, j'étais nerveux quand j'étais avec Guy. Tu jouais avec ton idole. Oui, puis mais de me retrouver tout seul comme ça, je te jure, go, là, le nombre de fois où j'étais là, je savais pas quoi dire, puis là, j'étais avec Guy, mais c'est mon idole de jeunesse, là. Moi, c'était mon modèle. Tu sais, le soir, je me couchais avec la télé, puis c'était ces années de Guy Lafleur. Mais on arrive à un match à Bécomo, match des anciens Canadiens. Guy s'arrange pour que mon père soit le coach. Puis là, on joue contre de mes chums à Bécomo. Puis, mais là, Guy, ce soir-là, décide de jouer avec moi. Il y a Stéphane Richer, il y a Guy, puis il y a moi, OK? Ce soir-là, j'ai marqué 3 buts. Mais Guy a joué, mais les gars me donnaient toujours la rondelle. Guy Denard marquait 6. Puis j'ai vu le plus beau jeu de Guy Lafleur à vie. Plus belle séquence. Que Gaston Gingras est à la défense. Il fait une passe à Guy dans le centre de la patinoire. Mais, tu sais, Guy est droitier, OK? Fait que, mais Guy prend la rondelle, la rondelle est à gauche. Mais imagine là, une passe de Gaston Gingras, là, les passes, c'est un rocket. Puis Guy, il prend, tu parles de ses mains, il prend son bâton comme ça, avec la palette droite, comme ça. À une main? Il pogne la passe comme ça, à une main. À une main. Puis là, c'est Gaston, je te le dis, le Gaston, ça passe, c'est un rocket. 100 000 à l'heure, pang comme ça, pogne le puck, s'en va à l'aile. Puis tu sais, Guy, c'était pas... Tu sais, Kovalev, c'était comme la cuillère, comme ça, mais Guy, c'était comme un semi-slap shot. Bang! Top net. Moi, j'étais sur la glace avec. J'ai encore la photo. Quand je vais célébrer avec, puis je capote, mais je la regarde. J'ai la photo, là. J'ai une photo, j'étais avec, puis je la regarde comme ça, puis c'est moi, puis Guy Lafleur. Puis c'est ce que je viens de voir, là. Je ne reverrai plus jamais ça, là. En fait, tu l'as pas juste vu. T'étais avec. J'étais là. Fait que ça, c'est tellement merveilleux comme moment. Puis, mais en tout cas, puis tu sais, Chris Nyland, pour moi,
quand je suis arrivé avec le Canadien de Montréal, moi, je voulais être Chris Nyland. Chris Nyland, c'est un gars, puis j'ai encore dit dernièrement, Chris, c'est un gars qui allait à la guerre pour ses gars. C'est un gars, puis le travail d'un homme fort, d'un protecteur, puis là, comme vous voulez, c'est que faut que tu montres de l'assurance. Si toi, t'es confiant, tout le monde va être confiant. Si tu montes, t'es nerveux, puis t'as peur avant un match, que tu joues une équipe tough, tout le monde va être craintif. Mais Chris avait ce don-là. Il n'y en avait pas de problème. Il n'y en avait pas. Puis Chris, la façon qu'il s'adressait aussi aux médias, tu parles de... c'est un gars anglais, mais Chris avait toujours du plaisir. Je te le jure, Hugo. Puis j'y dis encore, moi, ce que j'ai voulu répliquer quand je suis arrivé à Montréal, c'était Chris Nyland. Ça me prenait quelqu'un à imiter, puis moi, j'imitais Chris Nyland. Dave Morissette était Chris Nyland. Puis, tu sais, mais... Comment il a pris ça? mais j'ai dit tellement souvent, je pense qu'il me trouve fatigué. J'étais avec dans le salon des anciens l'autre jour, puis j'ai dit, Chris, you know you're my idol, hein? J'ai dit, tu sais que t'es mon idole. Il dit, Moose, I know, but tell me again. Dis-moi là encore. Je sais pas si les gens comprennent. J'ai comme l'impression que c'est un peu triste parce que c'est un bagarreur qu'on diminue l'impact qu'il pouvait avoir sur son équipe parce qu'il y en avait un. Ce que tu viens de dire là, il donnait de la place aux joueurs de talent. Ouais, mais tout le monde, tu sais, dans ce milieu-là, là, puis tu sais, t'as reçu Georges aussi, tu sais, Georges qui était sûrement un des gars, sinon le gars le plus respecté dans la ligue, puis tu sais, Georges qui était immense, puis qui était gaucher, tough. Je peux pas me mettre dans sa peau à lui, mais je peux savoir de la façon que tous les gars pensent. Tu sais, t'es toujours nerveux, puis c'est correct, c'est bon, avant une compétition, tu devais être nerveux. Tu sais, la préparation mentale est extrêmement importante. Tu peux pas juste arriver sur la glace puis te battre, en tout cas. Puis, tu sais, faut que tu sois extrêmement discipliné. Puis, je pense que le psychologique est plus important que le combat. Puis, de savoir quand le faire, pourquoi le faire. Si tu le fais pour toi, le combat, tu sais, tu iras pas loin. Si tu te bats juste pour toi, puis peu importe les conséquences, tu vas mettre ton équipe dans le trouble. Mais savoir que c'est 2-0, puis là, il faut que tu réveilles ton équipe. C'est comme regarde, c'est comme... Tu sais, on est tous les deux, c'est plate, puis il y a un gars qui arrive avec des shooters, puis il monte la musique. Ça va être le donne un petit beau, tu comprends? C'est comme le gars qui arrive dans un party ou la fille qui arrive avec des shooters, puis monte la musique. Pendant 4 minutes, tout le monde est high. Tout le monde est plus high. Là. Tout le monde est high. Mais c'est la même chose, un combat, c'est ce que ça fait. Mais plus que ça, c'est que si un combat... Supposons que tu te bats en début de match. Moi, c'était pas pour le spectacle. En début de match, c'était pour, de garder tout le monde honnête et calme dans l'équipe adverse, en sachant que moi, si toi, tu touches un de mes joueurs, moi, je suis prêt. Hey, souvent, là, je regardais l'équipe adverse. Moi, dans les mineurs, là, dans la ligne internationale, je jouais contre des clubs, là, il y avait 2-3 toughs l'autre bord. Fait qu'en début de match, moi, là, j'étais là, puis la façon que tu agis est tellement importante dans le warm-up. Et là, j'allais voir, je parlais à un des toughs de l'autre équipe, puis, quand vous allez on va avoir du fun. Peut-être se battre 1, 2 fois, 3 fois. Moi, j'ai besoin de minutes de pénalité. Ça va être cool. Puis, hey, s'il y en a un autre qui veut, tu parleras au gars. S'il y en a un qui veut dropper les gants ce soir, je suis dedans. Mais les gars étaient là. Moi, j'aimais pas ça. Quelqu'un me dise ça, j'aime pas ça. Fait que les gars étaient là. T'es malade, ça. Fait que souvent, le match était calme. Je m'étais pas battu une fois. T'as même pas eu besoin. C'est pas vrai que je voulais me battre 3 fois. Tu comprends? Puis souvent, ça marchait avec des gars. Ben, il y a un gars, en tout cas, je nommerai pas son nom, mais... Il y a un gars à qui je parle, puis un Américain, puis il me dit, tu te rappelles-tu quand tu me disais dans le warm-up, là, hey, ce soir, on se bat 2 fois? Il dit, je voulais pas me battre 2 fois, tu sais, mais j'ai dit, moi non plus, mais c'était l'avantage mental. C'est le côté de la game, elle se joue mentalement aussi. Oui, puis c'est de garder tout le monde honnête. Moi, j'ai toujours dit, si t'es respecté, t'auras pas à te battre à tous les soirs. Moi, je savais que je faisais mon travail quand c'était calme. Tu sais, savoir y aller au bon moment. Moi, il y a un coach que j'ai eu, un entraîneur au Minnesota. Il s'appelait Frank Sarratore. OK? Il connaissait rien à mon métier, à moi. Lui, il arrive universitaire, il arrive dans la Ligue internationale. Tu avais la Ligue nationale, puis tu avais la Ligue internationale juste en bas. Tu sais, c'était des joueurs de 30 ans, 25 ans. Il y avait des bons salaires, c'était des belles villes. Los Angeles, on jouait au Minnesota, il y avait l'Arizona, toutes les belles villes, Colorado, les villes de la Ligue nationale aujourd'hui. Vegas, c'était là. Et, mais il me dit,
Frank, il connaît rien à mon métier, mais il dit Mousse, il dit c'est mon surnom. Fait que il dit, je vais faire une affaire avec toi. Moi, je sais pas quand est-ce que t'as envoyé. Fait que il dit, tu vas me dire, tu vas jouer ton chef, mais tu vas me dire quand est-ce qu'il faut que t'ailles te battre. Ou aller passer un message. Et ça, là, man, sur le coup, j'ai dit, oh non, un gars qui connaît pas ça. Puis en plus, c'est moi qui décide. Fait que je vais t'expliquer ce que ça a fait. C'est que si c'est le coach qui décide, des fois, il y a des moments où t'embarquais. Tu sais, j'aurais embarqué. Mais c'est le coach qui a décidé. Mais là, je peux pas me défiler devant rien. Puis devant les gars, ils savent que c'est moi qui prends la décision. Fait que quand ça commence à brasser, normalement, le coach peut le manquer. Moi, il y avait un gars, lui, il commence à brasser, puis il a frappé un gars. Tu sais, là, ça arrive souvent pendant un match de hockey, là. Tu sais, les Canadiens ont eu des bons clubs, mais ils ont eu des clubs un peu moins tough, où il y a un gars qui se faisait frapper dans le coin, puis il se faisait... rien. Mais non, il y a personne qui l'a vu. Là, tu leur demandes après le match. Je l'ai pas vu, moi, je l'ai pas vu. Moi, je peux pas dire ça. Puis en plus, c'est moi qui décide d'embarquer. Fait que, hey, ça, mais c'était une belle leçon, puis c'est grâce à ça. Puis je me disais, je peux pas prendre... Tu sais, t'as des toughs qui vont faire le travail, sont suspendus à tous les 2 matchs, prennent des journées de repos. Moi, c'est que quand tu te blesses, moi, quand je me blessais, les dossiers s'accumulent. Fait que quand tu reviens, c'est que, hey, là, t'es allé frapper un gars, un tel. Fait que le match, tu reviens, il faut que tu règles des dossiers. Des dossiers que t'étais pas là pour régler. Exactement. Fait que j'aime autant être là à tous les matchs. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai tellement de respect pour certains joueurs qui étaient là à tous les matchs. Des gars qui ont des carrières, qui ont eu des carrières. Se battre, c'est difficile mentalement. Puis à un moment donné, c'est que tu fais juste penser à ça. Puis t'oublies de penser au reste, tu sais. Fait que, mais des gars qui sont capables de faire les deux, man, j'ai toujours trouvé ça tellement extraordinaire puis merveilleux, puisque c'était ça la difficulté, puis le vrai défi, c'était d'être capable de faire les deux. Dire, un soir, je vais me battre, tu sais, le gars, il est 6 pieds 3, 240 livres, puis il m'aime pas en plus, puis lui, il a pensé à moi la veille. Tu sais, ça fait peut-être une semaine qu'il pense à moi, mais en plus, il faut que je joue, il faut que je contribue. C'était ça le défi. C'est là que la force mentale est venue. C'est quoi qui est le plus trillant? Compter des buts ou se battre puis gagner un match dans les nationales? C'est drôle que tu dis ça. Puis autant, tu sais, c'est difficile de se battre, puis il n'y a pas personne qui veut se battre dans la vie pour gagner. C'est pas vrai, là. Puis les gars les plus honnêtes vont te le dire. Parce que c'est tous des bons gars, des bagarreurs. Ben oui. Puis moi, tu sais, du stress dans la vie après avoir vécu ce que j'ai vécu, je n'ai pas mal moins. Les situations stressantes sont pas les mêmes. Mais le thrill de marquer un but, tu sais, encore dans une ligue de garage, tu marques un but, c'est tellement un beau moment. Puis, tu sais, c'est la glace que j'aime. Puis, je sais pas pour toi, tu sais, quand tu t'entraînes, quand tu as pendant une compétition, tu es dans le moment présent. Puis, le but ultime, c'est de marquer le but qui fait la différence. Ça, c'est un moment... Non, mais... Tu sais, pour moi, c'est le plus beau moment d'un match quand tu marques un but, puis pas le but qui fait 1-0, mais le but qui fait 4-3. Ouais, le but qui fait gagner. Ça, c'est extraordinaire. Mais de laisser tomber les gants au Centre Bell, où le temps s'arrête, puis c'est toi... Puis l'adversaire, moi, je me rappelle... Bob Probert. Ben, Bob Probert. Mais tu sais, Bob Probert, puis ça en est un, mais Centre Bell, Bob Probert, il y a lui, il y a moi, puis, man, c'est le gros silence dans la foule. Il y a 20 000 personnes qui parlent pas, là. Oui, mais c'est silencieux. Mais quand tu commences à frapper, Hugo, je te le dis, c'est comme ça fait... Tu sais, j'imagine un boxeur qui se bat pendant 10 rounds. Man, tu vires fou. Puis là, t'entends ses coups à lui. Tu fais « Oh! Yeah! Oh! Yeah! » Mais c'est fou, ce feeling-là. Moi, ce que je m'ennuie, c'est pas de me battre, mais de cet état d'esprit-là où il n'y a plus rien qui existe, puis tu joues ta vie. Parce que quand tu te bats, tu joues ta vie, puis la confiance que ça prenait... Puis, comme je te dis, tout le monde est différent, puis tu peux pas sous-estimer personne. Que tu sois Bob Probert ou Dave Morissette. Ça prend un coup. Un coup, puis, tu sais, Bob Probert, là, Bob Probert, pour moi, c'était le plus grand. Capable de jouer. Tough, mais tellement dominant aussi à la glace. C'est un gars de 20-30 buts. Puis, il a déjà dit dans une entrevue, puis, hey, j'ai arrêté de jouer, ça fait 2 ans. Puis, tu sais, après 2 ans, Monsieur Tout-le-Monde, là. Puis Bob Probert est en entrevue à TSN, puis on lui demande...
Et je veux pas le mal le citer, là, mais le gars le plus tough contre qui tu t'es battu, puis il s'est battu 20 fois contre Ty Domi, il s'est battu contre des toughs, mais... puis là, il me nomme, moi. mais... mais tu sais, la vérité, c'est qu'il savait pas. Mais c'est flatteur, mais ce soir-là, c'était moi qui étais le plus tough. Mais il savait pas si j'étais droitier, si j'étais gaucher. Peu importe. Puis ouais, c'est ça, mais je l'avais surpris. Puis je pense qu'il m'avait peut-être un peu sous-estimé. Mais c'est quand même flatteur. Puis pour moi, ça reste un beau moment parce que mes chums m'appelaient après. T'as-tu entendu Bob Probert? Mais ce soir-là, tout ça pour dire, quand tu peux pas sous-estimer personne puis prendre personne à la légère, c'est que ce soir-là, j'étais plus tough que Bob Probert. Puis moi, je savais exactement comment les gars se battaient. J'avais des cassettes. Hey, ça, c'est une autre affaire. Un de mes amis m'a fait faire des cassettes VHS. Fait que t'étudiais tes combats, tes adversaires. J'y connaissais tout, comment ils se battaient. Je le savais. Je savais comment ils se battaient. Droitier, gaucher, il commençait, il était plus penché. Ben oui, c'était un art. Je le savais. Puis il y avait certains gars, moi, j'avais appris à frapper gaucher quand je suis arrivé dans la Ligue nationale. Tu sais, je savais pas. Moi, j'étais un droitier, mais j'étais là pour arriver à la Ligue nationale, pour être bon. Puis faut que je sois ambidex. Fait que je commençais de la droite, je finissais de la gauche ou vice-versa. Mais jamais. La première fois que j'ai essayé d'être gaucher, que j'ai essayé ma gauche, c'était dans le camp d'entraînement à Montréal, puis c'est pour ça que j'ai fait le club. Je m'étais battu avec un gars qui s'appelle Brad Brown, qui était un premier choix du Canadien, mais qui devait remplacer Mick Vekota. Okay. Il n'avait plus de contrat, fait que... Mais, en tout cas, c'était mon co-chambreur. Brad Brown, c'est mon co-chambreur. Puis on est dans les Laurentides. Puis il me dit le soir, il dit « Ouais, finalement, c'est moi que le Canadien va garder dans l'équipe comme tough. » Je suis là, oh, ouais. Puis le lendemain, il fallait que je me batte avec, montrer que c'était moi. T'as pas le choix, là. Mais j'avais commencé de la droite, puis j'avais faké de la droite, puis je suis rentré de la gauche. Mais lui, il était sûr que j'étais droitier. Fait que je l'avais surpris de même, mais c'est la première fois de ma vie que je frappais de la gauche. Tu sais, puisqu'au hockey, t'es droitier, là, la technique est complètement différente. Mais, ouais. Mais tout ça fait qui je suis aujourd'hui, puis... Tu sais, Hugo, t'es tough, tabarnak, mais... Tu sais, cette assurance-là, je pense, m'a rendu... Tu sais, le monde il me demande toujours comment tu fais pour être aussi bon, puis... Tu sais, Dave, c'est un bon gars, puis c'est une belle qualité, mais ça me dérange pas de voir deux gars se battre dans la rue. Je sais c'est quoi la pression d'affronter quelqu'un. Je sais c'est quoi recevoir un coup de poing. Je sais... Moi, la vie est bonne, puis je veux pas retourner là, puis cette partie-là, à moi, tu sais, ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon passé. Mais ça te définit pas. Ça me définit pas. Me battre, j'ai pas besoin d'être... J'ai jamais pensé qu'un gars qui se battait, c'est un gars qui était stupide. Puis au contraire, moi, je pense que si tu veux te battre puis durer, faut que tu sois intelligent, faut que tu sois brillant. Tu sais, tellement. Ouais. Avant de sortir de ce segment-là, c'est qui le plus tough que tu as rencontré? Hey, le plus tough? Hey, tu veux-tu savoir... Le gars s'appelle... Moi, ce soir-là, c'est le gars le plus tough que j'ai rencontré. Tu sais, je peux te dire que le gars le plus tough à vie, moi, je pense, c'est Bob Probert. Tu sais, t'as eu Georges l'autre jour qui est tough. Il y a Donald Brashear qui est... Il y en a quand même une Non, liste. mais il y en a eu un. Moi, le gars le plus tough que j'ai rencontré ce soir-là, il s'appelle Brent Myers. Puis le gars, Brent Myers, a joué pour les Sharks de San Jose. Il est arrivé... Moi, j'étais dans la Ligue internationale, puis... Tu sais, je dominais pas mal, puis j'étais connu, puis j'ai le respect des autres joueurs. Puis il y a un jeune qui arrive à 6 pieds 3, 6 pieds 4. Puis Brent Myers, ce soir-là, il veut se battre avec moi. Parfait, on drop les gants. Puis lui, il voulait se faire un nom avec moi, OK? C'est un jeune, il doit avoir 21, là. Okay? Moi, je suis rendu à 27. Fait que c'est toi qui es rendu le target, là. Oui, c'est ça. Lui, il veut se battre avec moi dans cette ligue-là. C'est moi le target. Il faut qu'il se fasse un nom. Puis lui, il veut se faire rappeler dans la Ligue nationale. Fait qu'on est au Minnesota. Mais c'est un gaucher. Puis tu sais, je le dis, c'est gaucher parce que au hockey, la plupart des gars sont droitiers. Quand t'es gaucher, tu surprends, puis faut que moi, j'adapte mon style. Pas toi, puisque tu t'es toujours battu gaucher. Mais il frappait, mais... Comme si j'avais battu sa mère ou j'avais volé chez eux. Je sais pas, il y avait quelque chose. Oh, il y avait de la rage. Oui, il y avait de la rage. Il y avait quelque chose de plus profond dans ce qu'on est en train de faire. Peut-être que lui avait peur. C'était mais on est encore en contact. Mais Brent et Colin, j'y dis encore aujourd'hui,
Man, you were scaring me. Mais, puis ce gars-là, c'est drôle, il a joué dans la Ligue nationale, puis aujourd'hui, il aide d'autres personnes. Il a eu des problèmes de drogue, de consommation, puis il a un très beau parcours, mais je te le dis, puis la façon que j'avais de l'affronter, là, parce que j'avais à jouer contre lui, puis je savais qu'il était tough en tabarnouche, puis lui, c'était pas un combat. Il jouait sa vie. Il a joué vraiment. Puis c'est qu'avant les matchs, comme je te disais, j'allais le voir, puis je disais, hey, Brent, it's gonna be fun tonight, maybe, hey, on va peut-être se battre 2-3 fois. On va, hey. Puis souvent, il avait mal aux genoux, il avait mal à la main. Puis moi, ce que j'aimais, c'est quand je savais que les gars avaient sorti la veille de l'autre équipe. Hey, là, les premiers chefs, là, man, je brassais, je frappais, j'allais voir le banc. Parce que si t'as sorti puis tu t'es couché à 4 heures du matin, man, c'est un manque de respect envers moi. Si tu penses que tu vas m'affronter, puis tu vas affronter notre équipe, tu t'es couché à 4-5 heures, puis pour l'avoir fait à l'inverse, c'est pas facile. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'était un manque de respect, mais je le savais. Puis moi, je posais toujours des questions aux gars de l'autre équipe qui arrivaient la veille, supposons, au Minnesota. Je disais, hey, what do you guys do last night? Pas dormi, c'est couché à 4-5 heures. Puis je dis, qui était là? Puis quand je savais que le tough était là, j'étais là, OK. T'sais, mentalement, tu passes te battre une fois, puis c'est fini. Fait que... Tu t'organisais. T'avais un edge à ce moment-là. Ouais, le edge mental. Hey, on va faire un toast, mais pas avec celle-là. Oh non! Ah ouais. Hey. Oh, c'est quoi ça? J'ai mal au dos. Comment ça pèse? Il y a juste toi. Il n'y a même pas d'eau dedans. Il n'y a même pas d'eau dedans. Il y a juste toi pour me servir une tasse à 22 livres. Assis-toi pas, Dave, de quoi pour toi, on va aller essayer quelque chose. Bon, ben viens-t'en, mon Dave. Tu sais que t'as animé un show de Renault, toi, ici. Les bricoleurs du dimanche. Et voilà. Inspiré par toi. Ah. Mais si Hugo est capable de le faire, je suis capable de le faire. Ben, c'est exactement ça que je me suis dit. Puis j'ai dit, ça prend un défi où est-ce qu'on va pouvoir se challenger. Les deux, on l'a fait. Fait qu'on met notre marteau là. On est carré. Hey, c'est vrai, comme un vrai T'es-tu pratiqué avant que j'arrive? Non, regarde-toi pas, là, tu vois. Moi, je suis sûr que tu t'es pratiqué. T'as-tu le bon marteau, gars? Je vais te donner ce marteau-là. Ben, ça fait mon affaire, il va être plus lourd. Il va être plus lourd. On va le mettre comme il faut. Ah, c'est vrai? Oui. Ah! Oui, à cause de... Oui, on va en prendre un peu. Ça me dérange pas, tiens. OK. Je vais frapper plus fort. OK, vas-y. Ben... OK, je suis nerveux, là. Bon. OK. Fait qu'on va demander à notre... Ouais. Le décompte... Notre réalisateur. Prêt? Oui. Dans 3, 2, 1. Yes! Yes! Ah, mais t'es hot! Hey, c'est le premier, là, que j'ai... Ouais, attends. Moi aussi que t'es nerveux un petit peu, là. Moi aussi que t'es nerveux un petit peu. Ça... Yo, parce qu'au Ça fait partie de montage... même. Au montage, on va juste boire, tu sais, ça va... 1 seconde de différence. C'est bon. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Je suis vraiment content, c'est comme 2 chums qui se parlent, c'est ça que j'aime. Ouais. Puis c'est ça, je te disais, même... ton premier, ça a-tu été avec le gars qui était super gros, là? C'est-tu lui?
Non, mais culturiste, là. Non, le premier, c'était avec... C'était avec Georges, le premier. Ah, c'est vrai? Mais c'est pas le premier qu'on a passé, Non, mais le c'est ça. pilote, on l'a fait avec Georges. Ah ouais? Puis là, Georges, je savais que j'ai passé souvent l'entrevue avec. Puis c'est la même affaire, tu sais. On se parle, moi, puis toi. Je parle avec Georges, c'est comme si... ce gars-là, ça aurait été mon grand chum, là. Ouais. Si on avait été ensemble, là. C'est comme... c'est pour ça que quand tu parlais des toughs, souvent, oui, t'es tough ça a de l'as parce que t'as un rôle à jouer, mais tous des bons gars. Mais c'est l'aspect, c'est le respect, je pense, qu'on a pour les autres. Je sais pas, mais... Je pense que oui, je pense que le mot respect... Oui. Parce que moi, même, je me rappelle ta préparation. Tu sais, les premières fois que je t'ai rencontré, puis, tu sais, c'est moi qui t'avais... Je sais pas si c'est moi qui t'avais contacté ou l'équipe Oui, c'est toi, là-bas. c'est toi. Mais moi, j'étais impressionné, puis mais je savais qu'on avait un lien, oui, la Côte-Nord, mais côté mental. Parce que t'arrives pas là par hasard. Non. T'arrives pas là parce que t'es juste gros pis T'es fort. fort. C'est pas vrai, c'est pas ça. Tu sais, et ça te prend quelque chose de plus. Puis ce qui est intéressant, c'est toute la détermination, les sacrifices derrière là. Tu sais, les moments où ça a été difficile aussi. Tu sais, c'est drôle, il y a quelqu'un qui me demandait l'autre jour, puis encore une fois, un jeune stagiaire, puis il disait « Hey, c'est quoi la formule du succès, là? Qu'est-ce que tu dois faire pour te rendre tu sais, comme animateur, puis durer aussi longtemps? » Puis, tu sais, je niaisais, j'ai dit « Ben, tu joues dans une nationale, non? » Mais j'ai dit « C'est drôle, j'ai dit, plus le nombre... Tu devrais me demander ce que tu dois faire quand ça marche pas, quand c'est difficile. » Parce que, tu sais, d'avoir du succès, puis d'aller chercher un trophée artiste ou d'avoir ton show, quelqu'un t'appelle pour avoir ton show, c'est le fun. Mais quand ça marche pas, quand c'est difficile, quand tu te plantes, quand tu as des critiques, c'est là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là, tu sais? Ce qui est drôle, c'est qu'on le sait pas avant de le faire, mais ta carrière sportive te prépare après Tellement. à faire tellement d'autres choses parce que tu as une approche comme athlète que c'est pas tout le monde qui a. Ouais, mais moi, j'ai... Hey, on a-tu commencé? Oui, on a Ah ouais. commencé. Nous autres, on fait tout. Oui, on fait tout. C'est bon. J'aime ça. Tu sais comment c'est naturel, notre conversation? Mais oui, mais moi, et c'est drôle, je suis arrivé à un moment dans ma vie, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai 30 ans. Je sais pas comment agir. Hey, c'est jeune, 30 ans. Là. Oui, c'est 30 ans. Puis là, mais je sais pas comment agir en général. Puis oui, j'ai eu des restaurants, puis je suis en business, puis je vais à la télé. Puis même quand j'ai eu mon premier show de télé, je me dis, OK, comment t'agis? Mais j'ai rien changé. Ce que j'appliquais au hockey, en équipe, c'est la même chose. Tu veux être fiable, tu veux être considéré, tu veux considérer les autres, tu comprends l'importance de tout le monde. Puis, tu sais, souvent, je me faisais reprocher, souvent, à quelques reprises, « Hey Dave, t'es pas assez dur avec l'équipe. Des fois, là, faut que tu mettes ton poing sur la table comme je fais trop souvent ici. » donc, Hey, le gars de ça, il est c'est pas maudit après moi. C'est parce que tu t'appelles Dave Morissette, parce que ça fait longtemps qu'il serait venu. mais il me disait, t'es pas assez tough, des fois que l'équipe technique. Moi, j'arrivais à TVA Sport, on débutait. Il y en avait plein de problèmes techniques, mais Dave Morissette, il y en avait aussi des problèmes en ondes. Mais ces gars-là, t'es toujours là. Pour moi, ton public, là, c'est tes techniciens. Pas lui, sauf lui. Ouais, sauf lui. Sauf lui. On veut pas le voir. mais c'est ceux-là qui me disaient, « Hey Dave, ça c'est bon. Hey, on continue. Ouais, ça c'est un peu moins bon. Vous faites telle affaire. » Je te le jure, j'ai eu la job, puis c'est les techniciens qui m'aidaient. Mais je disais aux gars qui me disaient ça, je leur disais, ben non, je règle mes affaires après. Pas après la pause, après le show. On parle, puis moi, il faut que je change des affaires. Eux autres doivent en changer. C'est ma façon de travailler, mais toujours dans le modèle du sport. Mais j'ai rien changé de ça. Fait que quand tu dis ça nous prépare, tu sais, ce que tu as fait comme sportif, la discipline que tu as eue, tu appliques la même. Moi, de rentrer à tous les jours, d'être à l'heure, puis de donner ton m'amuser. 100%, d'encourager les autres, les aider. L'engagement, puis moi, j'ai rien changé. Une présence de 2 minutes à la télé avec Pierre Bruno. Tu sais, M. Pierre Bruno aux nouvelles, c'est le même engagement, puis c'est la même intensité que mon show. C'est la même préparation, souvent en plus pour un 2 minutes devant 1 million de personnes aux nouvelles, mais j'ai le même plaisir. Puis je parlais avec Alexandre Daigle l'autre jour. Puis il me disait, j'aime ça en maudit faire de la télé. On était ensemble pendant la confrontation des 4 nations. Puis, tu sais, Alex, c'est une Christie de belle carrière, premier choix au total, puis c'est un gars que tu devrais avoir sur ton podcast, puis il est drôle, mais il commence à faire de la télé,
sais, Alex, il a 50, il dit, j'aime ça, il dit, ça me rappelle le hockey. T'es dans le moment présent, l'adrénaline d'être en onde, puis tout. Puis ça m'a comme redonné un second souffle. J'ai dit, parce que moi, je dis toujours aux gars, moi, on dit qu'on est chanceux de faire ça, puis en plus, ils nous payent. Oui. Les boss sont assez caves, ils nous payent en plus. On le fait pour rien. On le fait. Tu sais, ça veut dire, tu sais. Mais lui qui arrive dans le décor, à cet âge-là, il dit, hey Dave, moi, c'est la même adrénaline que quand je jouais. Il n'y a plus rien qui existe. Tu es dans le moment présent. C'est toi, la télé. Tu es là pendant 2 minutes. Go, go, go. Tu sais, fait que j'ai rien changé. Tu revenais au sport, le sport qui nous a préparés à ce qu'on fait. Mais t'as raison. Puis c'est encore ça. Pour moi, je pense toujours comme un sportif. Lequel t'aimes mieux des deux? Oh my God, la télé. La télé, aujourd'hui, je m'ennuie toujours. Je rêve encore que je suis dans un vestiaire, puis je le vis encore de temps en temps, mais le corps ne suit plus, là, mais... sais-tu ce que je pourrais jamais répliquer à la télé puis reproduire? Non, mais ce que je pourrais jamais reproduire dans la vie de tous les jours, c'est un peu ce que je te décrivais sur une patinoire. D'être vraiment de marquer un but, la célébration, l'énergie de la foule. Ça, c'est fou, là. L'énergie de la foule, peu importe que ça soit toi ou un autre qui marque, mais la victoire, de célébrer une victoire, quelque chose que tu accomplis en équipe. Tu sais, moi, j'ai gagné un championnat dans la East Coast. Tu sais, c'est une ligue professionnelle, puis on fait souvent des jokes à la East Coast, là, mais ce moment-là, ça reste gravé. Là. Je te parlais le moment avec Probert, je te parlais... Tu sais, ça, je pourrais jamais le reproduire dans la vie de tous les jours. Mais la télé, je l'apprécie parce que quand je jouais, je me disais, mon Dieu, pourquoi j'ai à me battre à tous les soirs, je te le jure. Mon Dieu, je comprenais pas. Je disais, Dieu, c'est tout ça que je vais faire toute ma vie, ce que tu veux faire. Tu veux gagner ta vie, puis tu veux pas que ta famille manque de rien. Puis j'étais là, je te jure, je me couchais le soir, je disais, mon Dieu, pourquoi je dois me battre à tous les jours? Je peux pas juste en marquer 20 cette année. Tu te posais-tu la question, c'est-tu ça mon seul talent? Ben oui. Puis après ça, c'est qu'est-ce qu'il y a après le hockey? Mais quand tu dis que ça me préparait à ça, je regarde ce que je fais aujourd'hui. Tout ça, grâce à ma carrière de joueur. Tout ça parce que j'ai joué pour le Canadien. Tout ça parce que j'ai joué au hockey. Fait que cette carrière-là m'a vraiment préparé à ce que je fais aujourd'hui. Puis fait que j'apprécie, je te le jure, Hugo, mais ce qu'on vit là, quand même, tous les deux, on fait un podcast. J'étais avec mon chum, on jase. J'ai pas personne qui va venir me battre. En tout cas, j'espère que ça cogne à la porte. Ouais. Non, mais on a fait un petit concours de marteau. Mais il n'y a pas un soir, puis ça, je vous le jure, je te le jure, mais que j'arrive travailler puis je suis pas content de le faire. Il n'y a pas une fois. Il n'y a pas une fois, j'embarque dans mon pick-up puis je suis comme, let's go, ça va s'amuser. C'est tellement drôle que tu dises ça parce que c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je travaille pas. Moi, j'ai du fun. Ouais. Puis je comprends pas les gens qui n'ont pas de fun à travailler parce que je sais pas c'est quoi dans la description de tâche qui dit que faire une job, ça doit être emmerdant puis que ça doit pas être le fun. Ben, si tu fais ça, c'est parce que t'as pas la bonne job. Mais t'as tellement raison. Puis je pense... Mais c'est peut-être notre passé aussi, Hugo. Je sais pas, devenir... Tu sais, je regarde nos routes se ressemblent pas mal. Vraiment. Mais moi, de partir de Bécomo, moi, j'ai... Tu sais, puis les deux, on voulait quitter, mais ça m'a rendu plus fort de venir d'une région. Oui. Tu sais, puis j'apprécie tout ce que j'ai, puis tout ce que je veux, c'est avoir du plaisir. Puis je pense que c'est un choix d'avoir du plaisir dans la vie. Tu sais, c'est un choix aussi. Tu sais, d'aimer notre job, c'est un choix. Je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui peut travailler à la télé. Puis des fois, il faut que tu fasses des détours dans la vie. Mais moi, je veux vraiment avoir du plaisir. Puis je m'en fais... c'est mon cheval de bataille. Je veux pas rentrer, puis de reculons, puis je veux pas calculer mes heures. J'aime autant faire d'autres choses tant qu'à faire ça. Ouais, exact. Puis je l'ai fait souvent. J'ai changé souvent de carrière. Puis encore aujourd'hui, il faut toujours se renouveler, puis il faut toujours faire face aux changements. Mais j'ai besoin de ça dans ma vie, d'avoir des projets. Puis en tout cas, on travaille dans un beau domaine. On travaille dans un beau domaine, puis je pense que toi comme moi, c'était pas écrit dans le ciel que ça allait arriver. Là. Tellement pas.
Fait que des fois, la vie nous emmène à des endroits où il faut qu'on soit à cause qu'on a fait les choses de la manière dont on l'a fait. Moi, là, tu parlais tantôt des shows de Renault, puis je disais que tu m'avais inspiré des shows de Renault. Puis, je te le jure, quand on m'a offert le show de Renault, j'ai dit, c'est Hugo capable de le faire. Je suis capable. J'étais content qu'il m'appelle moi, pas toi. J'étais déçu. C'est pas comme encore le mien. mais tu sais, moi, là, ce show-là, tu sais, c'est tough quand tu roules. Tu sais, quand tu fais un show puis ça dure un mois, tu le sais, le défi d'arriver prêt à tous les jours puis dans la bonne humeur. Oui, puis t'es dans un contexte que tu connais un peu moins. Exactement. Puis moi, il y a un vocabulaire aussi associé à la Renault que je connais pas nécessairement. J'aime la Renault. J'ai des outils que j'utilise pas, mais j'aime ça, mais je prétends pas être un professionnel. Mais... moi, dans ce milieu-là, quand je suis arrivé dans ce show-là, c'est que il dit une chose que je peux faire, par contre, c'est d'arriver avec une bonne attitude, puis malgré, tu sais, malgré tous les imprévus, puis les difficultés qu'on va avoir, c'est de garder ça simple, tu sais. Puis je suis fier, moi, à la fin d'un show, moi, ce que j'aime le plus, c'est quand tu termines, là, puis on l'a... Ça n'a pas été parfait, mais on a livré. Tout le monde est heureux, tout le monde s'entend bien, tout le monde est fier. Tu sais, moi, je suis fier, je peux dire, comme un athlète, OK, c'est quoi, je suis fier de ce que j'ai fait. Ça n'a pas été parfait, mais écoute, je suis fier de ce que j'ai fait. Puis tout le monde, tu sais, ensemble, on l'a accompli. C'est un travail d'équipe. Ben oui, puis je le vois toujours comme ça, parce que, tu sais, puis on le disait tantôt, mais... comme une équipe. Tu sais, si les techniciens arrivent, ça leur tente pas. Si les techniciens... Mais si toi, Hugo, t'arrives comme animateur, puis ça te tente pas, puis t'es de mauvaise humeur, l'impact, l'influence qu'on a sur tout le monde, mais comme dans une chambre. Tu sais, dans une chambre de hockey, tu détestes tout le monde. Fait que ça, je le contrôle. Tu sais, il y a des choses que je contrôle pas, mais mon attitude, je la contrôle. T'as-tu déjà eu le sentiment d'être un imposteur quand t'as commencé ça? Oh, Colin, tellement... Sais-tu quoi? Tellement souvent... Tu sais, c'est facile de se remettre en question, mais oui. Je pourrais te dire non aujourd'hui puis couper la conversation tu sais, à 10 secondes, mais oui, je l'ai eu parce que moi, quand je suis arrivé à la télé, comme analyste, il n'y a rien là. Parce que tout le monde te trouve drôle, puis c'est le fun, puis tu vas avoir des... Moi, j'ai toujours aimé quelqu'un qui me disait comment m'améliorer, puis comment je pouvais le faire. Puis dans le sport, on est habitué. Dis-moi là... Oui, des feedbacks, ça t'en parle. Oui, t'aimes ça, puis... Ouais, OK, parfait, faut que je fasse ça. Les deux, bon, les bons comme les mauvais. Exactement. Surtout les mauvais. Mais parce que les bons, c'est rare, t'es ça, là. Mais pas Hugo. C'est rare qu'on dise « Hey, t'es vraiment bon ». Moi, j'ai eu la chance de gagner des trophées, le trophée artiste, puis c'était le moment où, pendant une soirée, je me disais « OK... » Je le sais que j'étais assis dans la foule en train de regarder gagner. Mais c'est le moment. Ça, c'est le privilège que j'avais de pouvoir remercier les gens qui ont cru en toi. Je te le dis, là. Mais à part ce moment-là, là, tu te remets toujours en question. Ton boss t'appelle pas à tous les jours. Encore aujourd'hui, moi, j'ai des boss que j'aime, puis... Mais... Hey, Steve, t'étais bon hier soir, puis il m'appelle pas après mon show, là. Généralement, c'est pas pour t'appeler pour te dire que ça a bien été. Non, mais... Tu sais, fait que c'est facile de se remettre en question. Mais quand j'étais analyste, mes premières années, j'avais du fun, puis j'étais à RDS... Tu sais, le monde t'arrête. « Hey, Dave, c'était bon ce que t'as dit. » Puis tout. Mais quand tu commences à animer... Puis moi, là, j'ai été le premier ancien joueur à animer une émission. Fait que ça vient aussi avec des responsabilités. Puis, tu sais, j'ai toujours fait à ma façon. J'ai jamais prétendu d'être le meilleur. Tu sais, je gagnais des trophées, mais quand t'en gagnes un, c'est que tu veux pas décevoir personne après. Mais j'ai jamais prétendu être le meilleur. J'ai jamais prétendu être Alain Crête ou Jean Pagé, deux gars que j'admire. Mais Dave Morissette qui fait de la télé, puis les gens m'ont vu aussi m'améliorer. Mais quand tu as des critiques, des fois, c'est que c'est là, tu te dis, OK, mais je suis à la bonne place? Je fais-tu la bonne chose? Puis je me disais, là, tellement les trophées artistes, je te le dis, là, ça me jouait dans la tête. Puisque je me disais, des fois, là, je me rappelle ma dernière participation, là, le 10e. Le 10e, c'est la dernière année. J'ai gagné 10 derniers, dans le fond, dans ma catégorie. J'ai passé la soirée avec Chantal Maccabé. OK? Puis j'avais Bergie qui était dans les estrades. Puis je me disais, Colin, ça serait le fun qu'eux autres gagnent. Chantal, ça le mérite. Bergie, c'est les gens qui votent. Mais j'étais rendu que j'étais mal
De gagner. De gagner, puis OK, mais aussi, si tu te dis, on va se dire les vraies choses, on va parler comme entre deux athlètes, si je gagne pas, ça veut-tu dire le monde m'aime plus, puis je suis plus bon, puis j'ai plus ma place là-dedans? Tu sais, c'est tellement facile de se remettre en question. Puis là, moi, quand je gagnais, là, je te le dis, là, t'as ta famille qui te dit « Hey, parfait », puis le monde au Québec a voté pour toi. C'est pas un vote de l'Académie, là. C'est pas 8 personnes qui ont dit « Hey, Dave a payé 2000$, puis on va le mettre en nomination, puis hey, oui, puis là, les critères, c'est les gens qui votent pour toi, OK? Mais le commentaire qui vient te chercher, c'est le gars ou la fille qui t'aime pas, puis qui dit que Chantal est bien meilleur, que Pierrot est bien meilleur, que Alain Craig, qui est un chum. Je le sais, j'ai passé la soirée avec eux autres, je travaille avec eux, je les admire, je les trouve beaux, je les trouve bons. Mon dernier trophée, je l'aurais pris, j'aurais donné la moitié à Chantal, puis l'autre moitié à Bergy. Écoutez, je le sais, mais c'est ces commentaires-là qui viennent te chercher. Qui viennent te chercher. Fait que je te dirais qu'avec les années, j'étais blindé, puisque tu peux plus te laisser détruire par un ou deux commentaires que tu reçois. Mais le sentiment d'imposteur, au début, quand j'ai commencé, là, t'es le premier dans le monde comme ancien joueur, parce que les anciens joueurs, on avait le droit d'analyser, pas trop longtemps, faire une petite analyse de 2 minutes, mais après ça, ça prend quelqu'un pour te poser une question. Puisque, là, le vocabulaire, là, t'as pas assez de vocabulaire, là, c'est de la façon qu'on nous percevait. Mais moi, je voulais animer. Moi, ça a toujours été clair, quand je suis arrivé, je voulais animer, mais après ça, ça vient avec des critiques de gens du milieu qui sont pas contents de voir un... Tu sais, puisque pourtant, j'ai mis 2 ans de cégep comme tout le monde. Ouais, c'est sûr que le changement fait peur, puis tout ce qui est différent fait peur. Puis tout a emmené l'animation à la Dave Morissette, qui était différent de ce qu'on vivait avant au niveau là, des analystes sportifs. Exactement. C'est dans un cadre... puis c'est ça que je voulais faire. Mais les commentaires, c'est facile d'avoir une journée, Hugo. Journée, là, que t'as mal dormi, puis t'es fatigué, puis que ça fait... Moi, je faisais du 6 jours sur 7 pendant 13 ans. 6 jours sur 7, OK? Ouais, puis des heures, là. Puis, ben moi, c'est... Hey, j'arrivais l'après-midi à TVA Sport, puis je partais à 1h du matin, puis j'allais faire Salut, bonjour le matin. Mais comme je te dis, je me plaindrais pas. Je sais c'est quoi se battre à tous les soirs. Je travaille dans le plaisir. Mais la journée que t'es fatigué un peu, là, puis que tu commences à lutter, c'est là que je me dis, Dave, il faut que tu prennes une pause. Parce que moi, on dit que c'est facile de te remettre en question, puis remettre de la façon... Puis malgré là, le succès, puis les gens qui te disent que t'es bon, puis qui te reconnaissent dans la rue, ces journées-là, je me dis, quand ça m'arrive encore, là, je me dis, c'est normal de se remettre en question. De savoir, tu sais, de poser comme un athlète, de dire, je vais-tu dans la bonne direction, je fais-tu les bonnes choses, je veux m'améliorer, normal. Mais de te remettre en question... Trop longtemps, trop souvent, c'est là que tu te dis, là, je me dis, OK, là, je suis trop fatigué. Faut que je prenne une pause. Quand t'es écœuré de te voir à télé, ça, dans une pub, quand ta pub passe trop souvent, maudite pub de BMR qui passe trop souvent. Non, mais quand tu te vois trop souvent, t'es écœuré de te voir, là, je me dis, OK, faut que je prenne une pause. Quand même, toi, tu te critiquerais. Ah, mais moi, je me regarde pas. Ouais, moi non plus. J'aime pas ça parce que moi, je suis très critique, puis honnêtement, je me trouverai jamais assez bon. Ouais. Ça fait vraiment autant le voir à travers les autres, les professionnels avec qui tu travailles, qui te disent... Je leur fais confiance. Oui, parce qu'ils vont te dire, OK, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a pas? Puis ça, pour moi, ça devient les leviers que j'utilise pour pouvoir continuer à m'améliorer. Ouais. Mais si je me regarde moi, il va toujours avoir de quoi que je pourrais faire mieux. Parce qu'il y a toujours de quoi qu'on peut faire mieux. Ouais. Là, on va changer de sujet parce qu'il y a un sujet que je trouvais... Ça fait longtemps que je veux discuter. Puis, c'est une des raisons pourquoi je voulais te recevoir. Parce que je savais, qu'on avait plein de points en commun. Puis, le rôle de l'homme dans la société. Tu parles de remise en question. Tu sais, dernièrement, on parle de mâle alpha. Ouais. Puis... Je pense que tu étais le bon gars pour avoir une discussion avec ça parce qu'on a un background où ce que le rôle de l'homme à notre époque, on est de la même génération, on est né la même année d'ailleurs. C'est fou pareil, à 60 c'est malade, je te le dis. Là. Nos vies se ressemblent beaucoup. Puis tu sais, le rôle de l'homme, il a évolué, il a changé. Ouais. On dirait que des gars comme nous autres, on est rendus à peu près comme des dinosaures un petit peu. Ça te donne cette impression-là? Ouais. Mais moi, je vais te dire, par contre, tu sais, puis je regardais ton documentaire sur l'andropause, puis encore une fois, tu sais, je te le dis, Hugo, moi, après, est-ce que toi, t'en parles? Fait que je me dis, si lui est capable d'en parler, moi, je suis capable d'aller faire les tests. Fait que suite à notre discussion, suite au documentaire,
avec mes amis, à cause de toi, on est capable de parler d'andropause. Fait que dinosaures, oui, mais des dinosaures qui veulent évoluer, qui sont plus sensibles aussi, qui sont capables de parler de leurs émotions. Parce que moi, le courage, c'est pas de me battre. Le courage, pour moi, ça m'a pris du courage à m'accepter puis d'être sincère puis honnête dans mes réflexions. Puis ça, il y a toujours un prix à payer. Puis, tu sais, j'ai eu des débats sur d'autres sujets dans le passé, mais je te prends un exemple, mais on est né en 71 avec des pères qui travaillaient 70 heures par semaine, qui n'avaient peut-être pas une vision de la vie globale comme on l'a, nous autres, aujourd'hui, qui n'avaient peut-être pas les outils. Mais que tu sois capable de parler d'andropause, qu'on soit capable de parler de nos relations, qu'on soit capable de parler de la famille. Je pense pas que mon père et ton père auraient été capables de faire ça. Puis dans l'andropause, de parler de niveau de testostérone qui baisse puis tout ça, je pense pas que nos pères l'auraient fait. Fait que oui, mais je trouve qu'on se critique beaucoup, les hommes, puis que je trouve qu'il y a des belles choses qui se passent. Je suis d'accord, mais pour moi, c'est ça, être un homme. Ouais. Tu sais, c'est pas de se donner des claques à la gueule, parce que tu peux te donner des claques à la gueule, puis tu peux avoir peur comme ça n'a pas de bon sens. Ouais. D'être capable de faire face à la musique, de parler des vraies discussions, d'être capable de se regarder dans le miroir quand on fait des mauvais coups, pas juste les bons. Ouais. Pour moi, c'est ça le rôle de l'homme. Sais-tu ce que tu m'as dit l'autre jour? Moi qui me... Puis je te le dis, Hugo, là, tu sais, on a parlé... T'as parlé on a parlé d'andropause un peu, je t'ai demandé, j'ai dit, bon, est-ce que j'aimerais aller passer des tests? Mais avant, je te rends compte, jamais je n'ai parlé. Puis avant, j'écoute ton documentaire, jamais je n'ai parlé, là. C'était vraiment tabou, là. Non, c'est pas ça. OK? Fait que là, c'est Hugo Girard qui en parle. Fait que, tabarnak, capable, moi aussi. Mais une autre chose, tu t'as dit, puis tu parlais de ta relation avec ta femme, là. Et puis tu disais, à un moment donné, on était tellement centrés sur nous autres. Tu sais, c'était moi qui étais important. Je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais c'était un peu... Tu sais, mais je veux pas mal te citer, mais c'est un peu ça. Puis je suis arrivé à la maison, puis j'ai fait comme... Des fois, là, tu sais, on vient du même milieu sportif, c'est que c'est nous autres qui est important. Puis c'est... Puis encore là, tu sais, cette discussion-là m'a amené ailleurs. Puis encore dans ma vie aujourd'hui, je peux transposer ce que tu me dis l'autre jour puis l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Puisque des fois, moi, je te dis, j'ai jamais changé ma façon de réfléchir, ma façon d'agir. Fait que même ma carrière, c'est comme des fois, je suis trop centré sur moi puis j'oublie ce qui se passe autour. Mes enfants sont importants. Je veux pas qu'ils manquent de rien, mais peut-être que je devrais laisser plus de place aussi à ma femme là-dedans. Tu sais, c'est pas toujours ce que Dave fait, puis ce qui est tel show, puis telle affaire. Tu sais, notre vie tourne trop autour de moi, des fois. Puis tu m'as fait comprendre quelque chose dans une discussion, mais oui, tu sais, je pourrais dire que c'est difficile d'être un homme, mais j'ai trop travaillé avec de femmes dans le milieu qui ont eu de la difficulté, puis qui... Des fois, tu sais, on parle beaucoup de Chantal, mais moi, j'ai travaillé avec une fille qui s'appelle Frédéric Guay. J'ai travaillé avec Elisabeth Rancourt, qui... je sais c'est quoi leur quotidien, puis de se faire accepter dans ce milieu-là. Fait que je pourrais pas... en général, être un homme en 2025, c'est... Disons qu'il y a plus de défis. Puis on n'est pas... Moi, je pense qu'on n'est pas... Non, mais il y a plus de défis en 2025. Je compare pas aux femmes, là, mais pour un homme, je pense qu'en 2025, encore notre problème, Hugo, c'est d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on vit. C'est d'être capable de s'exprimer sans avoir peur d'être jugé. Puis je pense que c'est là qu'on vient, en ligne de compte. Moi, si toi t'en parles, je suis capable d'agir. Moi, il y a des choses, j'ai parlé du suicide, j'ai parlé de santé mentale. Je me dis, si moi j'en parle, je peux aider d'autres gars. J'ai un de mes chums, Hugo Giroux, qui vient de perdre l'esprit. Son deuxième frère s'est enlevé la vie. Puis que, quand j'ai des discussions avec... On parle de comment on se sent vraiment, sans tabou, sans filtre, sans avoir peur d'être jugé. Mais moi, je pense que les hommes aujourd'hui, c'est un peu ça. On est encore, tu dis, on est des dinosaures, mais on veut encore être fort pour tout le monde autour, puis tellement qu'on s'oublie là-dedans.
C'est un peu l'image qui est projetée, parce que moi, je crois pas que de se rendre vulnérable est un signe de faiblesse. Non. C'est une force en soi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu t'exposes. Ouais. C'est un peu ça, mais si on veut évoluer, il faut qu'on le fasse. Oui, mais OK, mais quand t'as fait ton documentaire sur l'andropause, là, Oui. à part le cachet qui devait être extraordinaire, là, Non, honnêtement, c'est à pas part- pour le cacher. À part le cachet qui devait être malade, mais go, tu le sais que tu vas avoir... Non, mais tu sais que tu vas être... Il va avoir une... pas le jugement, mais tu viens, tu te livres, là. Tu te livres, puis il va y avoir des commentaires, puis pour tous les gens qui pensaient que tu étais invincible, puis que là, tu viens de te dévoiler, tu comprends? Non, mais... Mais tu sais, ça, là, parce que je me suis posé la question, mais honnêtement, moi, mon approche était, encore une fois, j'avais une vision un peu comme un athlète. J'ai vécu une situation qui a fait en sorte que je n'étais plus l'homme que j'étais. Mon mode est en mode solution. À partir du moment qu'on a mis un nom dessus, j'étais juste content. Tu sais, tu peux te faire dire que c'est le cancer, tu peux te faire dire que c'est l'Alzheimer, tu peux te faire dire que c'est bien les enfants. Moi, elle me parle d'andropause. Puis, il y a une solution à ça. Fait que moi, sais-tu quoi? C'est juste que je passe par une certaine transition, que tu vieillis, puis que ton corps, il se passe de quoi? Bon, maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que j'ai pas... Honnêtement, là, ça fait longtemps que j'ai laissé le jugement des autres de côté en fonction de faire ce que je crois qui est important, qui va faire une différence. Puis d'initier le documentaire, c'était mon idée. Je savais que j'allais m'exposer, mais en même temps, je voyais ça comme une force où je me dis, il y en a un qu'il faut qu'il parle. Parce que si moi, je connais pas ça, je suis peut-être pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mais je suis pas le pire non plus. Mais il doit y en avoir un paquet d'autres qui ne savent pas. Ou qui veulent juste pas en parler. Ou qui veulent pas en parler. Ben moi, je me suis dit, sais-tu quoi, je vais le faire. Puis que ça va sûrement aider d'autres gars qui vivent la même chose, puis qu'à cause de ce que c'est tabou, qu'on veut pas en parler, mais là, à un moment donné, ça va peut-être changer les choses, puis ça a fonctionné. Puis, honnêtement, il y a plus de positifs que de négatifs. Puis moi, je crois à ça, la loi du 80-20. C'est mieux d'en avoir 80 qui sont d'accord avec toi et qui voient ça bien. Puis le 20 on peut pas plaire à tout le monde. Puis c'est quoi, je l'accepte. Je le sais que je ne plais pas à tout le monde. L'important, c'est que les gens pour qui... Les gens qui sont importants pour moi, qu'eux autres m'acceptent comme je suis. Puis avec ça, même affaire du millage, je te dirais, mon test, moi, c'est mon garçon. Parce qu'ultimement, mon gars... Ben, c'est ce qui est le plus important pour moi. Puis j'y parle de mes projets, puis on va avoir des discussions, des vraies discussions. Puis si ça passe avec lui, je me dis, ben, ça va passer avec tout le monde. C'est le fun, ça, avoir des enfants qui t'amènent à un autre niveau. Moi, mes gars, la relation que j'ai avec eux autres, c'est tellement important. Là. Hey, mais juste pour revenir avec ça, mais comme tu l'as dit, tu sais qu'il y a un risque pareil. Tu t'exposes, puis t'as osé t'ouvrir. Puis c'est toujours la raison. Moi, je me demande toujours quand on m'offre un projet ou quand je propose un projet, c'est qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me motive à faire ça? Puis je me dis après ça, ben regarde, c'est plus entre mes mains, mais tu sais, quand j'ai... puis je veux pas faire de fausses comparaisons, de mauvaises comparaisons, là, mais dans l'ancien compte, je jouais un joueur gay. Philippe Lalumière, Régent Tremblay m'appelle, puis le rôle avait été proposé à d'autres gars, sûrement moins talentueux que moi, mais... Ils l'ont refusé? Ouais, non, mais ils l'ont refusé parce que mon rôle, c'est un joueur gay. Il voulait pas jouer le joueur gay. Il voulait pas jouer le joueur gay. Puis j'ai parlé aux gars après, puis c'est vraiment des bons acteurs, mais ils voyaient pas leur personnage devenir gay ou être gay, puis avec ça, il y a une charge qui vient avec ça, c'est que tu sais, le personnage est gay, fait que moi, je m'attendais pas. Je me disais, c'est bon parce qu'il y en a des joueurs gays dans la Ligue nationale. Puis si on peut en parler, puis c'est ça la discussion que j'ai avec Régent, c'est que, tu sais, parce que l'histoire de Philippe Lalumière, c'est qu'il est gay, puis à un moment donné, lui, il veut pas en parler parce qu'il veut pas s'exposer, mais c'est un journaliste qui l'apprend, puis là, les gens de l'entourage, les journalistes l'apprennent à tout le monde, puis il est pogné dans un tourbillon. Mais je me disais, ça se passe, tu sais. Il y a un joueur, peut-être qu'il y a un gars qui va écouter ça, qui va dire « Hey, moi, là, c'est quoi, je suis capable d'en parler puis d'aller de l'avant », ce qui est jamais arrivé. Mais c'est drôle, je suis allé voir mes gars. J'ai dit « C'est correct que je joue un joueur de hockey gay? » « Ben oui, papa, pas de problème. » Moi, j'ai dit « Les gens au Québec
bon, voir, tu sais, moi, j'allais pour m'amuser. Jouer un joueur gay, je trouvais ça différent. Je trouvais ça atypique aussi, à la place de jouer le gros tough. Mais j'ai jamais... J'avais jamais calculé que j'allais me faire écœurer. Et tu fais écœurer? Je suis pas gay. J'ai 2 enfants. Puis dans les arénas, il y avait des messages, là. « Oh, Morissette, on l'a toujours su que t'étais un fif, que t'étais gay. » J'étais là, j'étais en train de vivre de l'abus, puis je suis même pas gay. Imagine un joueur gay qui sortait aujourd'hui. Ça serait l'enfer. Hey, dans les gradins. Morissette, esti de tapette. Je le dis, là, mais j'ai reçu ça. J'étais là. Hey, puis tu joues un rôle dans une Rôle, série. Philippe Lalumière. Mais imagine, puis j'avais un gars qui m'écrivait, mais lui, il m'écrivait à tous les jours. À tous les jours, il m'écrivait une insulte, mais je pense qu'il y en a eu sur toi aussi. Il en écrivait sur Georges Saint-Pierre. Puis là, il disait, c'est pas qu'il y avait une nouvelle qui sortait sur un athlète. Il disait, hey, c'est un ci, c'est un ça. Mais là, à tous les jours, il m'écrivait, tu sais, des insultes. Mais, écoute, j'étais là. Voyons, mais je suis pas gay, mais je vais être honnête avec toi, ça venait même pas me chercher. Non, je le trouvais tellement cave. Mais c'est là que je me suis dit, imagine si un joueur aujourd'hui le faisait, c'est en plus de gérer ta game, en plus de gérer tout ce qui est psychologique, les performances, ben faut que tu gères les gens, puis c'était incroyable. Mais tout ça pour dire, c'est que moi, mon barème, c'était mes gars. Quand j'ai demandé à mes gars, puis ils m'ont dit, ah oui, ben oui, il n'y avait rien là. Je fais, OK, je vais le faire. C'est à partir du moment que toi, tu le sais. Ouais. Rendu là, Ouais. c'est pas... Puis je peux comprendre pourquoi qu'un joueur gay, tu sais, parce qu'il en sort pas. C'est clair qu'il y en a. Mais à un moment donné, tu viens d'expliquer. Mais ça te tente-tu d'expliquer? T'es un athlète. T'es-tu une athlète? Ça te tente-tu d'expliquer à tout le monde? Puis, tu sais, à tous les jours, puis d'avoir à prendre le micro pour la communauté, tu sais. Puis j'ai déjà parlé avec un athlète, justement, qui n'est jamais sorti, puis qui me disait, moi, je suis un joueur de hockey. Mon travail à moi, c'est pas de représenter la communauté, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut le faire, puis qui veut le faire aussi. Il y a une charge qui vient avec ça. Tu sais, c'est pas tout... Tu viens de dire le mot magique. Tu es un joueur de hockey professionnel. Est-ce que c'est obligatoire d'attitrer un titre hétéro ou gay? T'es un joueur de hockey. Ben non, tu sais, c'est... Mais, tu sais, je veux revenir au rôle de l'homme, là, puis... Tu sais, tu parles avec toute la mauvaise presse qu'il y a eu, puis... Mais c'est important, c'est... Tu sais, que même pour nous autres, moi, tu sais, à mes gars, là, l'exemple, des fois, puis... Tu sais, je me rappelle avec Mâle Alpha, puis avec toute la propagande, puis autour de... La polémique qu'il y a eu la autour. La polémique autour, puis là, tout le monde qui a une barbe maintenant est un Mâle Alpha. Oui. Ben, je peux t'écœurer, puis moi, mon chum, Pat la Prade aussi, il y a une barbe, mais écoute, c'est que Pat Laperrière, mon chum, Pat Laperrière, a une barbe aussi. Puis le gars avec qui je fais mon show de Renault, puis là, c'est lui, là, t'as le mâle alpha, puis t'as Pat qui est là, man. Ça se peut pas. Le mâle alpha, il est là, puis Pat, il est là. C'est le gars le plus doux, soumis à sa femme, qui vit juste pour sa fille. Mais là, si t'as une barbe, tu sais, t'as des muscles, tu sais, si t'as moindrement des muscles, là, t'es un mâle alpha. Puis, mais ça, c'est bon. Faut les avoir, ces exemples-là aussi. Moi, mes gars, là, j'étais content de pouvoir parler d'eux autres, de leur rôle dans la société aujourd'hui. 21 ans, 29 ans. Puis de voir comment la société évolue aussi. Tu sais, ces moments-là sont importants. C'est important qu'il y ait des mauvais exemples. Tu sais, amène-le comme ça. Tu sais, de pouvoir dire, « Hey, ça, tu penses-tu comme ça, toi? T'es-tu comme ça? Hey, encore aujourd'hui? » Tu sais, il est important, le réveil. Parce que je trouve ça drôle qu'on définisse un mâle alpha en fonction de ce qu'il y a de l'air. Parce que d'être soumis à ta femme, parce qu'on s'entend, soumission, il y a un certain point. De plaire à personne à qui tu partages ta vie, d'être doux, te disqualifie pas pour être un mâle alpha quand c'est le temps de l'être. Parce que pour moi, c'est ça, être un mâle alpha. C'est d'être un vrai homme quand c'est le temps de l'être. Moi, c'est quoi? Ce qui est le plus important, Hugo, là, moi, c'est ma famille. C'est mes 2 gars, c'est ma famille. À la base,
c'est ça. Puis après ça, j'ai mes amis. Puis après ça, sais-tu quoi? Moi, là, le plus grand privilège, puis je te l'ai dit tantôt, je suis capable de m'ouvrir. Puis j'ai testé. Il y a beaucoup de gens qui auraient pu me laisser tomber au fur des années, puis j'ai osé m'ouvrir à des amis, au public même. T'sais, on a parlé de sujets, tu parlais de l'andropause, plusieurs sujets, que ça soit avec Marie-Claude Savard, que ça soit... puis je me dis, les gens, là, des fois, le nombre de personnes qu'on peut aider, puis à quel point ça peut faire du bien d'être compris, puis de savoir que t'es pas seul à le vivre. Tout ça a valu la peine. T'sais, ton andropause, regarde comment t'aides du monde. Des fois, comme je te dis, moi, je pense qu'en tant qu'homme, on a peur du jugement. On a peur de la façon qu'on va être perçu, puis qu'on n'a pas nécessairement, encore une fois, les mots pour décrire ce qu'on vit, puis on ne sait pas comment le dire. Mais je pense qu'on avance en tant que société, puis en tant qu'homme. Regarde, on peut parler de sujets ensemble, là. On n'a pas juste parlé de sport. On parle de nos enfants. On parle de nos sentiments. C'est les discussions que j'ai avec toi. T'sais, on n'a pas parlé comment j'ai levé hier, puis je me suis battu. C'est pas ça, là. On est capable d'avoir des vraies discussions. Des vraies discussions, de parler des vraies affaires. En tout cas, moi, je te dirais, Dave, je suis content. Je suis content qu'on ait eu la discussion. Il y a toujours une belle énergie entre nous deux, une belle complicité. Puis moi, je te considère comme un chum. Moi aussi. Je t'admire beaucoup, Hugo. Puis moi aussi, c'est réciproque. Je te trouve inspirant, puis que ça soit aujourd'hui... on va finir ensemble. Mais je te le dis, depuis notre première rencontre, puis ça m'a touché beaucoup aujourd'hui que tu me dises que même quand tu es arrivé dans les médias, tu t'es peut-être un peu... un peu inspiré de ce que je faisais. Mais moi, tu m'inspires encore aujourd'hui. Puis ça, c'est important. Puis entre amis, on parle de la place des hommes, c'est important d'avoir des gens autour de nous qui nous amènent ailleurs, puis qui nous inspirent. Puis tu fais partie de ces gars-là. Merci. En plus, t'es un gars de la Côte-Nord, toi, ici. Là, en parlant de Côte-Nord, tu connais-tu à Québec North Shore? Ben oui. La distillerie. Ben oui. C'est quoi que t'aimes le mieux dans le drink? Colin, je sais pas, j'ai-tu le choix? Il y a de l'amaretto, de la vodka, du rhum. La vodka, le rhum. J'irais avec la vodka. Tu veux-tu un shot? Si tu le prends, moi, je peux pas dire non à ça. On n'a pas le choix. En plus, tu vas repartir avec une bouteille. Dis jamais non. Un gars de la Côte-Nord ne dit jamais non à un shot. Ouais. Ça va nous réchauffer. Ça, ben, ça, là. Hey, Hugo. Merci, mon chum. Cheers, mon Dave. Wow. On y va? Hey, à notre belle rencontre aujourd'hui. À notre belle rencontre. Ouais. Merci, Dave. Merci à toi. Ça me rappelle... J'ai joué avec des joueurs russes. Hey, oui. Les Russes, hein? La vodka. Mais t'as-tu vu, puis ils m'ont appris c'était quoi de la bonne vodka. Tu sais, mais tu sais, faut qu'il y ait... Tu sais, on a l'impression qu'une vodka, ça goûte rien, mais tu sais, il y a comme un petit goût soyeux, doux. Mais... c'est pas toutes les vodkas. Non. Mais honnêtement, j'en ai connu des Russes parce que après compétition, souvent, puis les autres, ils sont capables de prendre une tasse. Hey, la bouteille de vodka dans le congélateur. Moi, je me rappelle les Russes avec qui j'ai joué. Puis là, je te parle de ça dans East Coast League, là. Fait que, tu sais, une caisse de 12, là. Caisse de 12, dans le temps, était 3,60. Eux autres, ils achetaient une bouteille de vodka, puis ils mettaient ça dans le congélateur. Dans le congélateur, puis ils buvaient ça comme ça. Mais ça leur coûtait 3 piastres. Fait que... Alors, eux autres, quand j'étais allé en Géorgie, on est allé visiter un vignoble. Puis là, ils nous expliquaient que durant les années soviétiques, après la tchatcha, la tchatcha. Puis, eux autres, les Russes sont arrivés après la Révolution. Puis, on dit là, maintenant, vous faites plus de vin, vous faites de la vodka. Puis, ils ont donné une recette
sur une feuille, c'est ça que vous faites. Parce que pour eux autres, elle n'a pas besoin d'être bonne, du moins celui-là qui voulait. Non, congélateur. Faut qu'elle rentre chaude. Ouais, c'est ça. Faut qu'elle rentre chaude. T'as pas mal le but, parce que c'est dans le congélateur, puis gelé, elle goûte à rien. Elle goûte absolument à rien. Hey, merci, Dave. Merci, Hugo. Hey, une méchante belle rencontre. Et hot, mon chum. Et hot. Merci.